L'horloge affichait 7h43 quand Antoine Dubois croisa son propre reflet dans le rétroviseur. Il n'aima pas ce qu'il vit. Les cernes sombres trahissaient une autre nuit sans sommeil, une de plus parmi tant d'autres. Il resserra le nœud de sa cravate bleu marine, comme si ce petit ajustement pouvait arranger non seulement sa tenue, mais aussi ce sentiment persistant que quelque chose clochait. Ce n'était pas la cravate. La pluie tombait sans relâche, transformant les rues de Paris en miroirs obscurs. Des gouttes ruisselaient sur le pare-brise de la BMW, brouillant les lumières de la ville en un halo confus, une scène qui correspondait parfaitement à ses pensées. Les essuie-glaces se déplaçaient à leur rythme habituel, prévisible, automatique, comme sa vie. Réunion à 9h, déjeuner avec des clients à midi, salle de sport à 18h, dîner seul à 20h, sommeil ou tentative à 23h. La routine parfaite pour un homme de 38 ans qui avait plus de chiffres sur son compte en banque que de véritables souvenirs. Le feu passa au rouge. Antoine freina et tapota du bout des doigts le volant. C'était le 3e feu rouge en moins de 10 minutes. La circulation était pire que d'habitude. Il prit son téléphone et vérifia une fois de plus l'email qu'il avait reçu la veille. L'objet était direct, comme il aimait. Fusion Johnson et Mayor. Documents finaux. L'affaire qui avait consumé 6 mois de sa vie d'avocat d'affaires se conclurait aujourd'hui. Il aurait dû se sentir accompli. C'était son plus gros dossier de l'année. Pourtant, il ressentait une sensation de vide dans sa poitrine. Un mouvement à l'extérieur de la fenêtre attira son attention. D'abord, il pensa que c'était juste la pluie qui s'intensifiait, jusqu'à ce qu'il distingue une petite silhouette s'approchant, une minuscule silhouette vêtue d'un imperméable jaune délavé, 3 tailles trop grand, un enfant. Instinctivement, Antoine verrouilla les portières. La ville était dangereuse, et on lui avait appris à être méfiant. L'enfant s'approcha de la vitre côté conducteur, tenant un chiffon humide dans ses petites mains. La capuche du manteau glissa, révélant le visage d'une petite fille. Elle ne pouvait pas avoir plus de 5 ans. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonna Antoine, cherchant des yeux un adulte responsable à proximité. Il n'y avait personne. La fillette commença à essuyer le pare-brise, le salissant plus qu'elle ne le nettoyait. Ses mouvements étaient petits et maladroits, comme si elle venait d'apprendre la tâche. L'eau de pluie coulait sur son visage, se mêlant à ce qu'Antoine réalisa, avec une boule dans la gorge, être des larmes. Quelque chose d'étrange s'agita en lui, un malaise différent de tout ce à quoi il était habitué. Ce n'était pas l'irritation d'être en retard, ni l'anxiété des grands dossiers, ni même l'indifférence habituelle avec laquelle il naviguait les problèmes de la ville. C'était autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il l'avait presque oublié. L'indignation. Il baissa la vitre de quelques centimètres, assez pour parler, mais pas assez pour que la pluie entre. « Hé, hé, petite fille !» appela-t-il, surpris par la douceur de sa propre voix. Elle s'arrêta, sursautant comme un petit animal qui s'attend à un coup. Ses yeux, Antoine le remarqua, étaient d'un brun profond, trop grand pour son visage pâle et fin. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Où sont tes parents ?» La fillette serra le chiffon mouillé entre ses doigts, l'essorant nerveusement. « Je nettoie votre voiture, monsieur, » répondit-elle d'une voix si basse qu'il dut se pencher pour l'entendre. « Pour gagner de l'argent. » Antoine sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie. « Comment tu t'appelles ? Sophie ? Sophie, tu es seule ici ? Où sont ta maman ou ton papa ?» Son regard tomba. « Maman est partie au ciel. Je vis avec mon beau-père. » Le feu passa au vert et les voitures derrière lui commencèrent à klaxonner. Antoine les ignora. Quelque chose dans la façon dont elle avait dit cela l'empêchait de simplement lui tendre une pièce et de continuer sa route. « C'est ton beau-père qui t'a dit de faire ça ? Rester sous la pluie à nettoyer les pare-brises ?» Elle secoua la tête, projetant des gouttelettes de ses cheveux mouillés. « Il a juste dit que je devais ramener de l'argent à la maison. Si je ne le fais pas... » Elle ne termina pas la phrase, mais son regard disait tout. L'estomac d'Antoine se tordit. Les klaxons s'intensifièrent, mais il resta immobile. « Quel âge as-tu, Sophie ?»« 5 ans. »
5 ans, marchant seul sous la pluie, dans la circulation, sur l'une des avenues les plus fréquentées de la ville. 5 ans, et inquiète de devoir ramener de l'argent à la maison. À cet instant, Antoine sut qu'il ne pouvait pas simplement partir. Ce qui se passa ensuite était si inhabituel pour lui que plus tard, il se demanderait si c'était vraiment lui qui avait pris cette décision. « Monte dans la voiture, Sophie. Je te ramène chez toi. » Ses yeux s'écarquillèrent, méfiants. « Je ne te ferai pas de mal, » l'assura-t-il avec une douceur qu'il n'avait pas utilisée depuis des années. « Je veux juste m'assurer que tu rentres en sécurité. Et je dois parler à ton beau-père. » Après un moment d'hésitation, elle fit le tour et monta par la portière passager déverrouillée. L'odeur de vêtements humides et de désespoir inonda l'intérieur luxueux de la voiture. Antoine retira sa veste de costume et la lui tendit. « Tiens, enroule-toi là-dedans. » Tandis qu'il manœuvrait pour sortir du trafic, Antoine essaya de mettre de l'ordre dans ses pensées. Que faisait-il? Embarquer l'enfant d'une inconnue. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'il considérait comme sensé. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui lui rappelait lui-même, il y a très longtemps. « Où habites-tu, Sophie ?»« Rue de Belleville, » répondit-elle, maintenant un peu moins tendue. « Numéro 43, appartement 2B. » Antoine ne reconnut pas l'adresse. C'était dans l'est lointain de la ville, loin de son itinéraire habituel, un quartier connu pour sa criminalité et sa pauvreté. Pendant le trajet, Sophie resta silencieuse, observant les gouttes de pluie ruisseler sur la vitre et traçant leur chemin avec son petit doigt. Parfois, elle semblait perdue dans ses pensées. « Sophie, » rompit le silence Antoine, « qu'est-ce qui se passe si tu ne ramènes pas d'argent à la maison ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Quand elle parla enfin, sa voix était encore plus douce. Jean-Pierre se fâche. Parfois, il casse des choses. Parfois, elle hésita. Parfois, il ne me laisse pas manger. Antoine serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. L'indignation bouillonnait maintenant en lui, se transformant en une colère rare qu'il s'autorisait rarement à ressentir. 21 minutes plus tard, ils arrivèrent devant un immeuble usé de 3 étages. La peinture s'écaillait des murs et plusieurs ampoules de l'entrée étaient grillées. « C'est ici, » indiqua Sophie, soudainement inquiète. « Allons-y, » dit Antoine en se garant devant l'immeuble. Ensemble, ils montèrent des escaliers qui sentaient le moisi et le désinfectant bon marché. Au 2e étage, Sophie s'arrêta devant une porte à la peinture écaillée, avec le numéro 2B suspendu par un seul clou. « C'est ici que tu vis ?» Elle hocha la tête en se mordant la lèvre inférieure. « Tu as une clé ?»« Non, je dois frapper. » Antoine frappa 3 fois. Rien. Il frappa de nouveau, plus fort. Après presque 1 minute, ils entendirent des pas traînants et le bruit de quelque chose qui se renversait. La porte s'ouvrit, révélant un homme d'environ 45 ans, mal rasé, les cheveux gras et les yeux injectés de sang. Il portait un t-shirt taché et un pantalon de survêtement miteux. L'odeur d'alcool était si forte qu'Antoine recula. « Qui diable êtes-vous » demanda l'homme, ignorant complètement Sophie. « Je m'appelle Antoine Dubois. J'ai trouvé Sophie en train de nettoyer des pare-brises toute seule, sur le boulevard, sous la pluie. Seule. » Jean-Pierre regarda Sophie comme s'il la remarquait à peine. « Alors, t'as ramené quelque chose ?» lui demanda-t-il, indifférent à Antoine. La fillette tremblait, clairement effrayée. « Rien, Jean-Pierre. Je suis désolé. » L'homme s'avança vers elle d'un air menaçant. Antoine se plaça instinctivement entre eux. « Pouvons-nous parler ?» demanda Antoine, la voix contrôlée mais ferme. Jean-Pierre cracha par terre. « C'est quoi ça? Les services sociaux? Les flics? J'ai rien à dire. Ni l'un ni l'autre. Je suis juste un citoyen inquiet pour une enfant de 5 ans qui mendie sous la pluie. Ce que je fais d'elle, c'est mon problème, rétorqua Jean-Pierre en croisant les bras. Elle vit sous mon toit. Elle mange ma nourriture. Elle doit aider. Antoine prit une profonde inspiration, essayant de contenir sa colère. Je comprends que les temps sont durs, mais il y a d'autres moyens. Des programmes d'aide? Écoute-moi bien, petit riche, l'interrompit Jean-Pierre, son haleine alcoolisée frappant Antoine. J'ai pas besoin de leçons de morale de personne, et surtout pas d'un type en costume qui ne connaît rien à ma vie.
Elle doit aider. Si elle ne ramène pas d'argent, elle ne mange pas. C'est simple. » Les mots frappèrent Antoine comme un coup de poing. Le cynisme, la cruauté désinvolte. Il regarda autour de lui et remarqua pour la première fois l'intérieur de l'appartement. Des bouteilles vides éparpillées sur le sol, des restes de nourriture sur la table, des vêtements jetés en tas. Il n'y avait pas de jouets, pas de livres pour enfants, rien qui n'indiquait qu'un enfant vivait là, à l'exception d'un petit dessin coloré, scotché au mur, aussi déplacé qu'une fleur dans un désert. Il vit Sophie se recroqueviller contre le mur, serrant sa veste contre sa poitrine comme un bouclier. Il vit la peur dans ses yeux, le genre de peur qu'aucun enfant ne devrait connaître, et il prit une décision qui allait changer leur de vie pour toujours. Cette petite fille ne passera pas une nuit de plus ici. Jean-Pierre éclata de rire, un rire dur et sans joie. « Et qui va m'en empêcher ? » ?»« Vous ? Elle est sous ma responsabilité légale. » Antoine fit un pas en avant, se surprenant lui-même par sa résolution. « Si vous êtes vraiment responsable d'elle, prouvez-le. Montrez-moi les documents de garde. Montrez-moi qu'elle va à l'école. Montrez-moi qu'elle est bien soignée. » Jean-Pierre hésita, et Antoine sut qu'il avait touché un point sensible. « Allez au diable !» marmonna Jean-Pierre en titubant légèrement. « Prenez-la si vous voulez. Une bouche de moins à nourrir. Elle revient toujours. Elle n'a nulle part où aller. » Antoine sentit une vague de dégoût et de pitié. Cet homme ne se souciait pas de Sophie, pas vraiment. Elle n'était qu'un moyen d'obtenir de l'argent. Il se tourna vers la fillette, qui observait la scène avec de grands yeux. Il s'agenouilla à son niveau. « Sophie, veux-tu venir avec moi ? Je peux t'emmener dans un endroit sûr ?» Elle regarda de Jean-Pierre à Antoine, une bataille silencieuse se jouant dans ses grands yeux. La peur du connu contre la peur de l'inconnu. « Vous allez me renvoyer ?» demanda-t-elle, sa voix si petite qu'elle brisa le cœur d'Antoine. « Non, je te promets que non. » Elle hocha lentement la tête, et Antoine prit sa petite main froide. « Tu viens avec moi, maintenant ?» Jean-Pierre s'avança vers eux, mais il trébucha sur une bouteille vide et faillit tomber. « Ce n'est pas fini !» menaça-t-il en s'accrochant au cadre de la porte. « Je viendrai vous chercher, espèce de... » Antoine n'attendit pas d'entendre la suite. Il guida Sophie dans le couloir, descendit les escaliers et retourna à la voiture, le cœur battant à tout rompre. Que faisait-il? Était-ce un enlèvement ou un sauvetage? Son esprit d'avocat commença à énumérer toutes les lois qu'il était probablement en train d'enfreindre. Mais alors, il sentit la petite main de Sophie se resserrer sur la sienne, une prise fragile, désespéré de quelque chose à quoi s'accrocher. Et il sut qu'il n'aurait pas pu faire autrement. À l'intérieur de la voiture, le silence était lourd. La pluie s'était calmée, mais le ciel restait gris. Antoine jeta un coup d'œil à Sophie, qui paraissait encore plus petite dans le large siège passager. « Ça va ?» demanda-t-il, sachant que c'était une question stupide. Elle hocha la tête, regardant droit devant elle. « Où est-ce qu'on va ?» demanda-t-elle enfin. Une question simple, une réponse compliquée. « Chez moi ?» dit Antoine, réalisant qu'il ne pensait à ce détail que maintenant. « Pour l'instant. Je vais m'occuper de toi, Sophie. Personne ne t'enverra plus sous la pluie. Personne ne te dira que tu ne peux manger que si tu ramènes de l'argent. » En conduisant, il essaya de ne pas penser aux complications qui suivraient. Ce que diraient ses collègues, les ramifications légales, les changements qu'il devrait faire. Il se concentra sur le présent. Une fillette de 5 ans sauvée de la pluie et de la faim. Une décision impulsive qui défiait tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. S'arrêtant à un autre feu rouge, il jeta un coup d'œil et vit que Sophie s'était endormie, son visage détendu pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée. La vulnérabilité de cette image le frappa comme une vague. Que lui arrivait-il? L'homme qui vivait par les chiffres, les contrats et la prévisibilité rentrait maintenant chez lui avec une enfant inconnue dans sa voiture de luxe. Le feu passa au vert. Antoine accéléra doucement pour ne pas réveiller Sophie. En conduisant, il réalisa qu'il avait complètement oublié sa réunion, la grande fusion, tout ce qui avait semblé si vital ce matin-là. Maintenant, une seule chose comptait, le petit être endormi à côté de lui, dont il avait gagné la confiance avec une promesse. Une promesse qui, il le savait, allait changer sa vie pour toujours.
La clé tourna dans la serrure avec un clic doux. Antoine poussa la porte et alluma les lumières, révélant un appartement qui semblait sorti d'un magazine de décoration. Minimaliste, organisé, impeccable. Des nuances de gris, de noir et de blanc dominaient l'espace. Rien ne dépassait. « Entre », dit-il à Sophie, qui flottait à l'entrée comme si elle avait peur de contaminer l'espace immaculé avec sa présence. Les yeux de la fillette parcoururent l'espace ouvert. De la porte, on pouvait voir le salon avec ses canapés en cuir, la cuisine gastronomique avec un comptoir en marbre, et à travers les baies vitrées, les lumières de la ville qui commençaient à briller au crépuscule. Un monde entièrement différent de l'appartement 2B de la rue de Belleville. « Vous habitez ici ?» demanda Sophie, sa voix à peine un murmure. « Oui », répondit Antoine, remarquant pour la première fois à quel point l'endroit semblait froid, stérile. « Entre, allons-y !» Sophie fit quelques pas hésitants, serrant toujours la veste empruntée contre sa poitrine. Ses baskets boueuses laissèrent de petites marques sur le parquet clair, quelque chose qui, n'importe quel autre jour, aurait grandement dérangé Antoine. Aujourd'hui, il le remarqua à peine. « Alors, tu dois avoir faim, » dit-il en se dirigeant vers la cuisine. Il ouvrit le réfrigérateur et fixa ses étagères presque vides. Quelques boîtes de plats à emporter, une bouteille de vin, de l'eau minérale et pas grand-chose d'autre. « Je n'ai pas grand-chose ici. D'habitude, je commande. » Sophie ne répondit pas. Elle resta là où elle était, observant tout avec attention et lassitude. « Que dirais-tu d'un sandwich ? J'ai du pain et du jambon. Du fromage, je crois. » La fillette hocha légèrement la tête. Antoine eut l'étrange sentiment qu'elle aurait accepté tout ce qu'il suggérait. Pendant qu'il préparait le sandwich le plus basique possible, Antoine essaya de mettre de l'ordre dans ses pensées. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Il avait pris un enfant de son domicile sans aucune autorité légale. Même si les conditions étaient horribles, même si le beau-père était négligent, la loi avait un processus, et lui, en tant qu'avocat, le savait mieux que quiconque. Mais alors, il regarda Sophie, debout comme une petite statue au milieu de son salon, et il sut qu'il n'aurait pas pu simplement la laisser dans cet environnement. « Tiens », dit-il en posant le sandwich sur une assiette et en ajoutant un verre de lait à côté. « Viens t'asseoir. » Elle s'approcha, grimpa sur le haut tabouret de cuisine avec quelques difficultés et fixa la nourriture comme si elle était extraordinaire. « Merci », murmura-t-elle avant de prendre sa première bouchée. Elle mangeait lentement, mâchant soigneusement, comme si elle voulait que la nourriture dure le plus longtemps possible. Antoine s'assit de l'autre côté du comptoir, essayant de ne pas la fixer trop intensément, mais incapable de détourner le regard. Il y avait quelque chose de fascinant dans la façon dont ce petit être occupait son espace, comme une note dissonante dans une symphonie parfaitement orchestrée qui, d'une certaine manière, rendait la musique plus intéressante. « Tu aimes le fromage ?» demanda-t-il, se sentant immédiatement stupide de poser une question si triviale. Sophie hocha la tête en prenant une gorgée de lait. Une moustache blanche se forma au-dessus de sa lèvre supérieure. « Jean-Pierre n'achète jamais de fromage, » commenta-t-elle, surprenant Antoine par sa remarque. « Il dit que c'est trop cher. » La mention du beau-père ramena Antoine à la réalité de la situation. Que ferait l'homme quand il réaliserait ce qui s'était passé? Appeler la police? C'était la réaction la plus probable. « Sophie, » commença Antoine, en choisissant ses mots avec soin. « Tu comprends ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi je t'ai amené ici ?» Elle fit une pause et le regarda avec ses grands yeux sérieux. « Parce que Jean-Pierre est méchant, » dit-elle simplement. « Et vous, vous êtes gentil. » La simplicité de sa réponse le désarma. Gentil. Il ne s'était jamais considéré comme particulièrement gentil. Compétent, bien sûr. Réussi, certainement. Mais gentil, c'était une qualité à laquelle il pensait rarement. « Je ne voulais juste pas que tu restes là-bas, » expliqua-t-il. « Aucun enfant ne devrait vivre comme ça. »« Je vais vivre ici maintenant ?» demanda-t-elle, une note d'espoir dans la voix qui serra le cœur d'Antoine. « Pour l'instant, » répondit-il, car il ne savait pas quoi dire d'autre. Il ne pouvait pas faire de promesses qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Sophie se remit à manger, apparemment satisfaite de la réponse vague. Antoine réalisa qu'elle était habituée à ne pas recevoir de garantie dans la vie.
Après le goûter, la question du bain se posa. La salle de bain principale semblait intimidante, avec sa baignoire profonde et sa douche à effet pluie, alors Antoine l'emmena dans la salle de bain des invités. « Tu peux te laver seul ?» demanda-t-il, complètement hors de sa zone de confort. « Oui, » répondit Sophie, mais elle hésita en regardant son sac à dos usé qu'ils avaient ramené de l'appartement. « Je n'ai pas de vêtements propres. » Antoine n'y avait pas pensé. « Tu peux porter un de mes t-shirts pour ce soir. Demain, on t'achètera des vêtements. » Pendant qu'elle se baignait, la porte légèrement entr'ouverte sur l'insistance d'Antoine, inquiet qu'elle puisse glisser ou se noyer, il passa 3 appels. Le premier à son bureau, inventant une urgence familiale pour justifier son absence. Le deuxième à un service de livraison, commandant des produits de base, y compris des céréales, des fruits et d'autres articles qu'il imaginait qu'un enfant mangerait. Le troisième à Isabelle Lefebvre, une avocate en droit de la famille avec qui il avait travaillé sur une affaire des années auparavant. Isabelle répondit à la 3e sonnerie. « Antoine Dubois, dit-elle, semblant surprise. « À quoi dois-je cet honneur après si longtemps ?»« Isabelle, j'ai besoin de conseils, juridiques et discrets. » Une pause. « Je t'écoute. Hypothétiquement, si quelqu'un sauvait un enfant d'un environnement clairement abusif, quelles seraient les implications légales ?» Une autre pause, plus longue. « Antoine, qu'est-ce que tu as fait ?» Il prit une profonde inspiration. « Demain. On peut se voir demain ? C'est trop compliqué à expliquer par téléphone. Ça a l'air sérieux. Mon bureau, 9 heures du matin. J'y serai. Merci Isabelle. » Il raccrocha juste à temps pour entendre l'eau de la douche s'arrêter. Quelques minutes plus tard, Sophie sortit de la salle de bain, enroulée dans une serviette bien trop grande pour sa petite silhouette, ses cheveux mouillés plaqués sur son visage. Antoine lui tendit un t-shirt noir qui la dévora pratiquement. Sans les vêtements sales et avec la peau propre, des bleus sur ses bras devinrent visibles, des marques jaunâtres à différents stades de guérison. Les voir fit serrer les dents d'Antoine. S'il avait eu le moindre doute sur sa décision, il disparut à cet instant. « Tu as sommeil ?» demanda-t-il en vérifiant l'heure. « Presque 21 heures. Tard pour une enfant de 5 ans, supposa-t-il. Sophie hocha la tête en se frottant les yeux. L'appartement avait 2 chambres, la sienne et une qu'il utilisait comme bureau à domicile. Aucune n'était équipée pour un enfant. « Tu peux dormir dans ma chambre ?» offrit-il. « Je dormirai sur le canapé. » Elle regarda le canapé en cuir dans le salon. « Je peux dormir sur le canapé ?» demanda-t-elle. « Sur le canapé ? Mais le lit est plus confortable. » Sophie parut mal à l'aise. « Il est trop grand et sombre. » Antoine comprit. Une chambre étrange, un lit étrange, tout était inconnu et potentiellement effrayant. « D'accord, le canapé alors. » Il alla chercher un oreiller et des couvertures douces, improvisant un petit lit sur le grand canapé modulable. Sophie grimpa et s'installa, paraissant minuscule au milieu de toutes ces couvertures. « Tu veux autre chose ? Un verre de lait, peut-être ?» À sa surprise, elle hocha la tête. « Du lait chaud. »« Du lait chaud !» répéta-t-il en retournant à la cuisine. En chauffant le lait au micro-ondes, il réalisa qu'il ne savait absolument rien sur la façon de s'occuper d'un enfant. Devait-il lui brosser les dents, lui lire une histoire, laisser une lumière allumée? Il revint avec le lait chaud dans une grande tasse et la trouva en train de regarder par la fenêtre, observant les lumières de la ville. Quand elle le remarqua, elle retourna rapidement sur le canapé. « Voilà !» Elle prit la tasse à 2 mains, soufflant sur la surface avant de prendre une petite gorgée. « Merci, » dit-elle doucement. Antoine s'assit sur le bord du canapé, se sentant étrangement déplacé dans sa propre maison. « Sophie, » commença-t-il, ne sachant pas comment aborder le sujet. « Demain, je vais parler avec une amie avocate. Elle va nous aider. »« Vous allez me renvoyer ?» l'interrompit Sophie, les yeux soudainement alarmés. « Non, » l'assura rapidement Antoine. « Je t'ai promis, tu te souviens ? Mais nous devons faire les choses correctement pour que personne ne puisse te reprendre. » Elle sembla accepter l'explication, bien qu'une ombre d'inquiétude persistât sur son visage. Elle continua à siroter son lait par petites gorgées. « Tu sais, » dit Antoine en essayant de la distraire, « je n'ai jamais eu personne qui dorme sur ce canapé. Tu es ma première visiteuse depuis très très longtemps. Vous n'avez pas d'amis ?
demanda Sophie, la franchise enfantine le prenant au dépourvu. Antoine esquissa un petit sourire. « J'ai des collègues. Ce n'est pas vraiment la même chose. Je n'avais pas d'amis à mon école, commenta-t-elle en regardant son lait. Les autres enfants disaient que je sentais mauvais. » La simplicité avec laquelle elle déclara cela fit mal au cœur d'Antoine. « À quelle école allais-tu » ?»« J'étais en maternelle à Sunnybrook, mais Jean-Pierre a dit que c'était trop cher, même si c'était public. Il n'aimait pas se lever tôt pour m'y emmener. » Antoine prit une note mentale pour se renseigner sur cette école demain. Si elle n'était actuellement scolarisée nulle part, cela pourrait compliquer davantage les choses. Sophie finit son lait et rendit la tasse à Antoine. Ses yeux étaient lourds de sommeil. « Il est temps de dormir, » dit-il en ajustant les couvertures autour d'elle. Hésitant, il ajouta « Si tu as besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, appelle-moi. Je serai dans la chambre, première porte à droite. » Elle hocha la tête en s'installant entre les oreillers. « Vous voulez que je laisse une lumière allumée ?» demanda-t-il, se souvenant de sa propre peur d'enfant de l'obscurité, quelque chose qu'il n'avait pas rappelé depuis des décennies. « Oui, s'il vous plaît, » répondit-elle, la voix presque un murmure. Antoine laissa la lampe sur la table d'appoint allumée, l'ajustant à son niveau le plus bas. La lueur douce créait un cercle confortable autour du canapé, comme une petite île de sécurité. « Bonne nuit, Sophie. »« Bonne nuit, Antoine. » Il s'éloigna, hésita, puis revint. Pour une raison quelconque, il sentit qu'il devait dire ou faire quelque chose de plus. Mais quoi? Il finit par ajuster de nouveau la couverture et se dirigea vers sa chambre, laissant la porte ouverte pour pouvoir l'entendre si elle appelait. Une fois au lit, Antoine ne put dormir. Son esprit tournait à plein régime, imaginant et écartant scénario après scénario, évaluant les risques, planifiant les prochaines étapes. Sous toute cette activité mentale frénétique, une question persistait. Qu'est-ce qui avait changé en lui? Qu'est-ce qui l'avait poussé à agir de manière si impulsive, si contraire à sa nature analytique? Le silence de l'appartement, autrefois si familier et confortable, semblait maintenant différent. C'était un silence habité, rempli par la présence respirante d'un autre être humain. Une présence si petite, mais si transformatrice. Quelque temps plus tard, alors qu'il commençait enfin à s'endormir, il entendit un faible bruit. Il se leva immédiatement et alla au salon. Sophie était assise sur le canapé, les genoux relevés, les yeux grands ouverts dans la pénombre. « Ça va ?» demanda-t-il en s'approchant prudemment pour ne pas la surprendre. Elle secoua la tête. « J'ai fait un cauchemar. » Antoine s'assit à côté d'elle, ne sachant que faire. Après un moment d'hésitation, il posa une main douce sur son épaule. « Tu veux en parler ?» Sophie le regarda, pesant si elle pouvait lui faire confiance. « C'était à propos de ma maman, » dit-elle enfin. « J'ai rêvé qu'elle m'appelait, mais je ne pouvais pas la trouver. » La compassion inonda Antoine. « Elle te manque beaucoup, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, les yeux brillants de larmes non versées. « Comment était-elle, ta maman ?» Un petit sourire apparut sur le visage de Sophie, aussi fragile que le premier rayon de soleil après une tempête. Elle était belle. Elle me chantait des chansons avant de dormir. Elle me tressait les cheveux. L'utilisation du passé ne passa pas inaperçue pour Antoine. Il voulait en demander plus. Comment sa mère était morte, comment elle s'était retrouvée avec cet horrible beau-père, mais il ne voulait pas la pousser. « Elle a l'air d'avoir été merveilleuse, » dit-il doucement. « Elle est au ciel maintenant, » dit Sophie avec la simple conviction d'un enfant. « C'est ce que l'infirmière m'a dit, qu'elle est allée au ciel et qu'elle veille sur moi de là-haut. » Une infirmière ne put s'empêcher de demander Antoine. « De l'hôpital, » expliqua Sophie, comme si c'était évident. « Maman a été à l'hôpital pendant longtemps. Elle était toujours fatiguée et maigre, si maigre qu'on pouvait voir ses os. » « Cancer, pensa immédiatement Antoine, ou une autre maladie dégénérative. »« Et après qu'elle soit allée au ciel, tu es resté avec Jean-Pierre » Sophie hocha la tête. C'était le petit ami de maman, mais il ne m'aime pas beaucoup. Il n'est resté avec moi que parce que maman le lui a demandé. Et c'était quand ça, Sophie? Tu te souviens? Elle fronça les sourcils, se concentrant. C'était en hiver. Il y avait de la neige, beaucoup de neige.
Quelques mois alors, calcula Antoine. La dernière grosse neige avait eu lieu en janvier. Tu dessines ta maman parfois pour te souvenir d'elle? Le visage de Sophie s'illumina. Oui, je la dessine tous les jours pour ne pas oublier à quoi elle ressemble. Tu voudrais dessiner maintenant? Suggéra Antoine, pensant que cela pourrait l'aider à se calmer après le cauchemar. J'ai du papier et des stylos de couleur dans mon bureau. Sophie hésita. Je peux vraiment? Bien sûr. Il alla chercher un bloc de papier et quelques stylos de couleur qu'il utilisait pour marquer des documents. Pas du matériel d'art approprié, mais ça ferait l'affaire. Sophie s'assit sur la table basse et commença à dessiner avec une concentration intense, la langue sortant entre ses lèvres pendant qu'elle travaillait. Après quelques minutes, elle tourna le papier pour lui montrer. Le dessin était simpliste, comme on pouvait s'y attendre d'une enfant de 5 ans, mais il avait une qualité émotionnelle surprenante. Une figure féminine avec de longs cheveux et un grand sourire, portant ce qui semblait être une robe à fleurs. « C'est ma maman », expliqua Sophie. « Camille. Elle aimait les fleurs. Elle avait une robe à fleurs qui était sa préférée. »« C'est un très joli dessin, » dit Antoine, sincèrement impressionné. « Tu dessines très bien pour ton âge ?» Sophie sourit, le premier vrai sourire qu'il avait vu sur son visage. « Je peux dessiner encore ?» demanda-t-elle, soudainement excitée, la première fois qu'elle l'était depuis qu'il l'avait trouvée. « Autant que tu veux. » Elle se pencha de nouveau sur le papier, commençant un autre dessin. Cette fois, il montrait 2 personnages, la même femme et une petite fille se tenant la main. « C'est moi et maman, » expliqua-t-elle. « Au parc. On y allait tous les dimanches, avant qu'elle ne tombe malade. Qu'est-ce que vous faisiez au parc? On donnait à manger aux canards. Elle me poussait sur la balançoire. Parfois, elle achetait de la glace, mais c'était un secret, parce que le docteur disait qu'elle ne pouvait pas manger de sucreries. » Alors que Sophie continuait à dessiner et à raconter de petites histoires sur sa mère, Antoine réalisa qu'il était témoin de quelque chose de précieux. Sophie ne partageait pas seulement ses souvenirs, elle forgeait aussi un lien avec lui, un pont fragile de confiance. « Jean-Pierre n'aime pas mes dessins, » dit-elle en commençant un 3e. « Il dit que c'est une perte de temps et de papier. Une fois, il les a tous déchirés. » La colère éclata de nouveau dans la poitrine d'Antoine. « Eh bien, moi j'aime tes dessins. Et ici, tu peux dessiner autant que tu veux. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Promis? Promis. » Sophie retourna à son dessin, plus détendue maintenant. Ce nouveau montrait une maison, pas l'appartement déprimant où elle vivait avec Jean-Pierre, mais une petite maison avec une cheminée, un jardin et un soleil souriant dans le ciel. « C'était notre maison avant, » expliqua-t-elle. « Quand maman est tombée malade, on a dû la vendre et déménager dans un appartement plus petit. C'est là que Jean-Pierre a emménagé avec nous pour aider à payer le loyer, » a dit maman. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Une mère célibataire gravement malade, sans ressources. Un petit ami qui a offert son aide, peut-être initialement avec de bonnes intentions, peut-être pas. Et quand elle est morte, il est resté avec la fille, probablement juste un arrangement informel, peut-être même pas légal. « Sophie, tu vas à l'école maintenant ?» demanda Antoine, essayant de mieux comprendre sa situation actuelle. Elle secoua la tête. « Jean-Pierre a dit que c'est trop loin et que j'irai l'année prochaine. Mais j'aimais l'école. Mademoiselle Miller me donnait des étoiles dorées sur mes dessins. Un autre problème à régler, pensa Antoine. Une enfant de 5 ans devrait être à l'école. » Les yeux de Sophie commencèrent à se fermer de nouveau, son crayon se déplaçant plus lentement sur le papier. « Je pense qu'il est temps de retourner au lit, » suggéra-t-il doucement. Elle ne protesta pas, rangeant soigneusement les stylos avant de retourner sur le canapé. Antoine l'aborda de nouveau. « Je peux garder mes dessins ?» demanda-t-elle d'une voix somnolente. « Bien sûr, on les laissera ici sur la table pour que tu puisses les voir quand tu te réveilleras. » Elle sourit, les yeux déjà fermés. « Merci, Antoine. »« De rien, Sophie. » Antoine resta là, la regardant s'endormir, son visage autrefois tendu et méfiant, maintenant détendu, presque serein. Le changement était remarquable. Il retourna dans sa chambre, mais laissa la porte complètement ouverte cette fois. Allongé dans son lit, fixant le plafond,
il pensa à tout ce qu'il avait appris. Une orpheline laissée à la garde d'un homme qui la voyait clairement comme un fardeau, peut-être même une source de revenus. Une enfant sans école, sans protection, sans personne pour la défendre. Jusqu'à maintenant. Antoine ferma les yeux, conscient que sa vie avait changé de manière irréversible au cours des 12 dernières heures. L'homme qui s'était réveillé ce matin-là, solitaire, concentré uniquement sur sa carrière, vivant une existence ordonnée et prévisible, n'existait plus. À sa place se tenait un homme avec une petite fille endormie sur son canapé, un homme qui avait fait une promesse qu'il n'était pas sûr de savoir comment tenir, mais qu'il était déterminé à respecter. La dernière chose à laquelle il pensa avant de s'endormir fut le dessin de Sophie de la petite maison avec le soleil souriant. Ce n'était pas seulement un souvenir de son passé, réalisa-t-il, c'était aussi un espoir pour l'avenir, un foyer sûr, et d'une manière ou d'une autre, aussi improbable que cela puisse paraître, il voulait faire partie de cet avenir. Le bureau d'Isabelle Lefebvre occupait le 10e étage d'un immeuble du Triangle d'Or. Contrairement au style froid et corporatif qui dominait la plupart des cabinets d'avocats de la ville, ce bureau avait une atmosphère accueillante. De vraies plantes dans les coins, des tableaux colorés sur les murs et une réceptionniste au sourire sincère. Antoine tenait la main de Sophie pendant qu'ils attendaient dans le hall. La fillette était particulièrement silencieuse ce matin, sentant peut-être sa tension. Elle portait des vêtements neufs, une simple tenue qu'il avait achetée dans le grand magasin le plus proche dès son ouverture. Rien d'extraordinaire, juste le nécessaire pour qu'elle n'ait pas à porter les mêmes vêtements que la veille. « Monsieur Dubois » appela la réceptionniste, « Maître Lefebvre va vous recevoir. » Antoine se leva, ajustant sa cravate dans un geste nerveux. « Viens, Sophie. » Isabelle était debout quand ils entrèrent dans son bureau. Une femme d'une 40aine d'années, cheveux bruns courts, lunettes à monture rouge et un sourire malin. Son regard évalua rapidement Antoine, puis se posa sur Sophie avec un intérêt professionnel. « Antoine » salua-t-elle en lui tendant la main, « ça fait un bail. » Puis elle se pencha légèrement, se mettant au niveau des yeux de Sophie. « Et tu dois être Sophie. Je suis très heureuse de te rencontrer. » Sophie se cacha partiellement derrière la jambe d'Antoine, faisant juste un timide signe de la main. « Veuillez vous asseoir, » dit Isabelle en désignant les chaises. « Antoine, je dois dire que je suis curieuse. Quand tu as appelé hier, j'ai imaginé de nombreux scénarios, mais aucun d'eux n'impliquait que tu te présentes avec un enfant. » Antoine prit une profonde inspiration et commença à tout raconter, depuis le moment où il avait vu Sophie nettoyer les pare-brises sous la pluie, jusqu'à la confrontation avec Jean-Pierre et la décision impulsive de l'emmener avec lui. Isabelle écouta sans l'interrompre, prenant occasionnellement des notes, son visage conservant une expression neutre et professionnelle. « Et la nuit dernière, elle m'a parlé de sa mère, » conclut-il. « Camille. Elle est décédée récemment, apparemment d'une maladie grave. Jean-Pierre n'était que le petit ami, pas le père biologique. Et d'après ce que je comprends, Sophie n'est même pas scolarisée en ce moment. » Isabelle hocha la tête, posant son stylo sur le bloc-notes. Elle regarda Sophie, qui feuilletait un magazine sur la table basse. « Sophie, ma chérie, ça t'ennuierait d'attendre dehors avec Denise, notre réceptionniste? Elle a des livres pour enfants et peut-être des crayons de couleur pour que tu puisses dessiner. Je dois parler à monsieur Antoine de choses de grand. » La fillette regarda Antoine pour approbation. Il hocha la tête pour l'encourager. « C'est bon, je serai juste ici, et je peux te voir à travers la porte vitrée. » Sophie accepta silencieusement et quitta le bureau. Isabelle attendit que la porte se ferme pour parler à nouveau. « Antoine, » commença-t-elle, le ton sérieux, « je vais être direct. Ce que tu as fait, c'est techniquement un enlèvement. » Antoine sentit son estomac se nouer, bien qu'il s'y soit attendu. « Je sais que tes intentions étaient bonnes, » continua-t-elle, « et d'après ce que tu as décrit, la situation de la fillette était précaire, voire abusive. Mais il y a des procédures légales pour ces cas. Tu aurais dû contacter l'aide sociale à l'enfance. Et qu'aurait-il fait ?» demanda Antoine, la frustration perçant dans sa voix. « L'aurait placé dans un foyer? Ou pire, l'aurait renvoyé chez Jean-Pierre pendant qu'ils enquêtaient? Tu sais comment fonctionne le système, Isabelle.
Il est lent et imparfait. Isabelle soupira, enlevant ses lunettes et se frottant l'arête du nez. Oui, le système est imparfait, mais maintenant, nous sommes dans une position délicate. Si cet homme, Jean-Pierre, décide de signaler la disparition de Sophie, tu seras le principal suspect. Après tout, tu es allé chez lui et tu es parti avec la fillette. Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il a pratiquement dit qu'il s'en fichait. Une bouche de moins à nourrir. Cela pourrait jouer en notre faveur, mais ça ne supprime pas le problème juridique. Isabelle remit ses lunettes. « Antoine, je vais te poser des questions difficiles. Es-tu préparé à ce qui t'attend ? Parce que ce ne sera pas facile. » Il hocha la tête fermement. « Si nous déposons une demande de garde provisoire en ton nom, ce sera une bataille. Il y aura des enquêtes, des travailleurs sociaux, des audiences. Ta vie sera mise sens dessus dessous. Tes antécédents, tes finances, ta maison, tout sera scruté. J'en suis conscient. As-tu de l'expérience avec les enfants? Des nièces? Des filleuls? » Antoine hésita. « Non, je suis fils unique et mes quelques amis proches n'ont pas d'enfants. » Isabelle l'étudia un instant. « Pourquoi fais-tu ça, Antoine? » « Vraiment, nous nous connaissons depuis assez longtemps pour être honnêtes. » La question le surprit, non pas parce qu'il manquait de réponse, mais parce qu'il ne savait pas comment l'articuler. « Je ne peux pas l'expliquer complètement, » commença-t-il, cherchant les mots justes. « Quand je l'ai vue sous la pluie, si petite et vulnérable, quelque chose a changé en moi. Puis, en voyant comment elle vivait, comment cet homme la traitait, il secoua la tête, frustré par son incapacité à transmettre ses sentiments. « Elle ne mérite pas ça, Isabelle. Personne ne le mérite, surtout pas un enfant. Et si je peux faire quelque chose, je devrais le faire. C'est la bonne chose à faire. » Isabelle le regarda en silence pendant quelques secondes, comme pour évaluer sa sincérité. « Eh bien, dit-elle finalement, au moins, ta motivation semble authentique. Mais tu dois comprendre que les autorités ne se soucieront pas de tes sentiments. Elles voudront savoir si tu peux t'occuper d'un enfant. Tu as la stabilité financière, ce n'est pas un problème. Mais as-tu le temps, la volonté, la patience? Les enfants ont besoin de bien plus que de l'argent et de bonnes intentions, Antoine. Je sais, et je suis prêt à apprendre, à m'adapter. Je l'ai déjà fait, en fait. » Isabelle esquissa un petit sourire. « J'ai remarqué. Je n'aurais jamais imaginé te voir tenir la main d'un enfant et encore moins acheter des vêtements pour enfants. » Antoine jeta un coup d'œil à travers la porte vitrée. Sophie était à la réception, dessinant quelque chose avec une concentration intense. « Et pour les questions juridiques immédiates ?» demanda-t-il en se tournant de nouveau vers Isabelle. « Que faisons-nous maintenant ?» Premièrement, elle attrapa un nouveau bloc-notes. Nous rassemblons toutes les informations que nous pouvons. Le nom complet de la mère, la date exacte de son décès, l'hôpital où elle a été soignée. Nous devons savoir s'il existe une documentation officielle donnant la garde à Jean-Pierre, ou si c'était juste un arrangement verbal. Et nous avons besoin d'informations sur Jean-Pierre lui-même. Nom complet, casier judiciaire. S'il a le moindre droit légal sur la fillette. Antoine hocha la tête, essayant de se souvenir mentalement de ce que Sophie avait mentionné. Deuxièmement, poursuivit Isabelle, nous déposons une requête de garde provisoire d'urgence, en invoquant le risque. Cela te donnera une certaine légitimité juridique pendant que nous enquêtons. Pour cela, nous devons documenter les conditions dans lesquelles elle vivait et tout signe d'abus ou de négligence. Elle a des bleus, se souvint Antoine. Il y a des marques sur ses bras. Nous avons besoin d'un médecin pour examiner et documenter officiellement cela. J'en connais qui servent d'experts dans les affaires de garde. Je prendrai rendez-vous aujourd'hui si possible. Isabelle prit quelques notes supplémentaires. Et nous avons besoin que Sophie soit évaluée par un pédopsychiatre. Cela aidera à établir son état émotionnel et à corroborer tout récit de mauvais traitement. La liste des tâches s'allongeait et Antoine se sentit dépassé, mais aussi soulagé d'avoir un plan concret. « Ce sera coûteux, » l'avertit Isabelle. « Pas seulement financièrement, mais en temps et en énergie émotionnelle. Es-tu vraiment prêt pour ça, Antoine ?» Il regarda de nouveau Sophie à travers la porte vitrée. Elle avait terminé un dessin et le montrait fièrement à la réceptionniste, qui sourit et la félicita. « Je le suis, » répondit-il avec une certitude qu'il ne savait pas posséder jusqu'à ce moment.
Nous ferons tout ce qu'il faudra. Isabelle sourit, plus chaleureusement maintenant. Super, parce que j'aurai besoin d'un client pleinement engagé pour gagner cette bataille. Elle se leva, indiquant que la consultation était terminée. Je vais commencer les procédures légales aujourd'hui. En attendant, reste discret. Garde Sophie à la maison, ne l'emmène pas dans des lieux publics inutilement. Nous ne voulons pas attirer l'attention avant d'avoir au moins la garde provisoire enregistrée. Antoine hocha la tête, se sentant à la fois anxieux et déterminé. « Et Antoine, » ajouta Isabelle, avant d'ouvrir la porte, « tu fais quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de gens verraient un problème et continueraient leur chemin. Tu as décidé de t'arrêter et de faire une différence. Ça en dit long sur toi. » Il ne sut quoi répondre, peu habitué à de tels éloges. « Merci de m'aider, dit-il finalement. « C'est pour ça que je suis là, répondit-elle. Maintenant, allons chercher ta petite artiste. » Le retour à la maison fut silencieux. Sophie regardait par la fenêtre, serrant un livre pour enfants qu'Isabelle lui avait donné. Antoine essayait de digérer tout ce dont lui et Isabelle avaient discuté, organisant mentalement les étapes à venir. « Antoine », la petite voix de Sophie brisa le silence. « Oui ? Où est-ce qu'on va maintenant ?» Il y avait quelque chose dans la simplicité de la question qui toucha profondément Antoine. Il ne s'agissait pas seulement de leur destination immédiate, mais de son avenir, de ce qui allait lui arriver. « À la maison, répondit-il. « Ma maison ? Notre maison, pour l'instant. » Sophie hocha la tête, apparemment satisfaite de la réponse. Puis elle demanda « Et si Jean-Pierre vient me chercher ?» Antoine serra plus fort le volant. « Il ne viendra pas, Sophie. Je ne le laisserai pas faire. C'est pour ça qu'on a parlé à Isabelle. Elle va nous aider à nous assurer que tu restes avec moi. » Pour combien de temps ? La question prit Antoine au dépourvu. Pour combien de temps ? Il n'y avait pas pensé aussi loin. Il gérait les urgences immédiates, les démarches légales nécessaires pour la garder en sécurité. Mais que se passerait-il ensuite ? « Aussi longtemps que tu le voudras, » dit-il finalement, surpris par ses propres mots. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent légèrement. « Je peux choisir ? » ?»« Oui. » Antoine réalisa qu'il s'engageait dans la situation plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. « Tu peux choisir. » Elle resta silencieuse un instant, réfléchissant, avant de dire « Je veux rester avec vous. Vous êtes gentil et vous avez du lait. » Antoine ne put s'empêcher de sourire. La logique simple et directe d'un enfant. La gentillesse et le lait. Assez pour gagner sa confiance. « Alors c'est décidé, dit-il. Tu restes avec moi et je reste avec toi. » Une fois arrivé à l'appartement, Antoine réalisa qu'il devait faire quelques ajustements. La maison conçue pour un célibataire sans enfant manquait de tout ce qu'un enfant trouverait accueillant ou amusant. « Sophie, » appela-t-il en préparant un sandwich pour le déjeuner, « qu'est-ce que tu dirais d'aller faire des courses plus tard ? On pourrait acheter des choses pour ton coin sur le canapé, et peut-être des jouets. » Son visage s'illumina. « De vrais jouets ? De vrais jouets. Qu'est-ce que tu aimerais ?» Elle réfléchit un instant, comme si c'était une question très complexe. Une poupée avec des cheveux qu'on peut brosser. Et elle hésita, ne sachant pas si elle pouvait demander plus. Peut-être des crayons de couleur. Beaucoup. De toutes les couleurs. Ça me semble parfait, approuva Antoine en posant une assiette devant elle. On achètera tout ça, et plus encore. Tout ce que tu voudras. Pendant que Sophie mangeait, Antoine la regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. En moins de 24 heures, elle était passée d'une enfant effrayée, frottant des pare-brises sous la pluie, à quelqu'un qui commençait timidement à exprimer des désirs et des préférences. C'était une transformation subtile, mais significative. Et lui aussi, il changeait. L'Antoine d'il y a 2 jours n'aurait jamais pu imaginer acheter des poupées et des crayons de couleur ou se battre pour la garde d'un enfant qu'il connaissait à peine. Jamais il n'aurait envisagé de transformer son appartement immaculé en un espace adapté aux enfants. Mais le voilà, planifiant déjà où mettre un petit bureau pour qu'elle puisse dessiner. Quel genre de lit acheter quand le canapé ne suffirait plus? Quelles écoles du quartier pourraient être les meilleures? « J'ai tout fini, » annonça Sophie en lui montrant son assiette vide. « Super, » dit Antoine en revenant au présent. « Préparons-nous à partir. Nous devons aussi passer chez un médecin.
comme l'a suggéré Isabelle. Sophie fronça les sourcils. « Je n'aime pas les médecins. Ils ont fait du mal à maman. » Antoine sentit son cœur se serrer. « C'est un autre genre de médecin, dit-il doucement. Il veut juste s'assurer que tu vas bien. Ça ne fera pas mal, promis. » Elle n'avait pas l'air entièrement convaincue, mais hocha la tête quand même. « Et après, on aura ta poupée ?»« Et après, on aura ta poupée, » confirma-t-il. Antoine réalisa qu'il souriait de nouveau, quelque chose qu'il avait fait plus au cours des dernières 24 heures que dans tous les derniers mois. Un vrai sourire, pas le sourire professionnel qu'il arborait lors des réunions d'affaires. En aidant Sophie à lasser ses nouvelles chaussures, il sentit une vague d'émotion, à la fois de responsabilité et d'affection. Il commençait à se soucier profondément de cette petite personne qui était entrée dans sa vie si inopinément. Et cela lui faisait plus peur que n'importe quelle bataille juridique à laquelle il était confronté. La pluie était revenue sur Paris ce matin-là. Jean-Pierre Moreau descendit en titubant le couloir crasseux de son immeuble jusqu'à la porte de son appartement. La journée avait été improductive. Des petits boulots ici et là, rien qu'on puisse appeler un vrai travail. Il chercha ses clés dans les poches de sa veste usée, les laissant tomber 2 fois avant d'enfin ouvrir la porte. L'appartement semblait encore plus vide et en désordre sans Sophie. Non pas que la fillette lui manquât, elle n'était qu'un problème, un rappel constant de Camille et des promesses qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir. Mais la gamine avait ses utilités. Elle faisait les tâches de base et, plus important encore, rapportait de l'argent supplémentaire en nettoyant les pare-brises ou en mendiant dans les rues. Jean-Pierre s'affala sur son canapé déchiré, ouvrant une bière tiède. 3 jours s'étaient écoulés depuis que cet étranger en costume avait emmené Sophie. Au début, Jean-Pierre s'était senti soulagé. Une bouche de moins à nourrir. Mais maintenant, l'argent supplémentaire commençait à lui manquer. Son regard tomba sur de vieux magazines éparpillés sur le sol. Il les feuilleta nonchalamment, plus par ennui que par intérêt, jusqu'à ce qu'une photo attire son attention. C'était un magazine d'affaires datant de quelques mois auquel Camille était abonnée. Sur la couverture, un homme en costume sombre avec une expression sévère regardait directement l'objectif. Le titre disait « Les 40 avocats les plus influents de moins de 40 ans. Antoine Dubois révolutionne les fusions-acquisitions. » Jean-Pierre s'étouffa avec sa bière. L'homme en costume, l'homme qui avait emmené Sophie, c'était lui. Aucun doute. Ce visage était inoubliable. Des yeux rigides et déterminés qui semblaient de voir à travers les gens. Antoine Dubois, un avocat, un riche apparemment. Un sourire tordu apparut sur le visage de Jean-Pierre. Peut-être que la situation n'était pas si mauvaise, après tout. Peut-être y avait-il une opportunité ici. Un avocat fortuné qui, pour une raison quelconque, avait décidé de prendre un enfant qui n'était pas le sien. Cela ne semblait pas très légal. Il pourrait y avoir de l'argent à se faire. Jean-Pierre attrapa son téléphone et fit une recherche rapide. Antoine Dubois était en effet un gros bonnet, associé dans un grand cabinet d'avocats, spécialisé en droit des sociétés, un nom respecté dans la communauté juridique de la ville, valant des millions. Le sourire de Jean-Pierre s'élargit. Finissant sa bière d'un trait, il attrapa son manteau. Il y avait un commissariat de police à quelques rues de là. Il était temps de leur rendre une petite visite. Le commissariat du 12e arrondissement n'était pas l'endroit le plus accueillant du monde, mais il remplissait sa fonction. Jean-Pierre s'approcha du bureau d'accueil, se forçant à paraître plus sobre qu'il ne l'était. « Je dois déposer une plainte, » dit-il à l'officier de service, une femme d'âge moyen à l'expression blasée. « Quel genre de plainte, monsieur ?» Jean-Pierre se racla la gorge, répétant mentalement son histoire. « Ma belle-fille a été emmenée par un homme sans ma permission. Je veux signaler un enlèvement. » Le mot « enlèvement » eut l'effet désiré. L'officier devint immédiatement plus alerte et appela un inspecteur qui se tenait à proximité. Jean-Pierre fut conduit dans une petite pièce où il commença à raconter son histoire. Il prétendit être le tuteur légal de Sophie depuis la mort de sa mère. Il dit que 3 jours auparavant, un homme nommé Antoine Dubois s'était présenté à son domicile et, profitant d'un moment où Jean-Pierre était soi-disant sorti faire des courses, avait emmené la fillette. « Il vous a fallu 3 jours pour signaler la disparition de votre belle-fille »
interrogea l'inspecteur, un homme grand, aux cheveux grisonnants et au regard suspicieux. Jean-Pierre était prêt pour cette question. Je pensais qu'elle était allée rendre visite à une amie de l'école. Ce n'est que lorsque je suis allé la chercher et que j'ai découvert qu'elle n'y était pas que j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai demandé aux voisins, et l'un d'eux a dit qu'il avait vu ma fille partir avec un homme en costume. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai réussi à découvrir qui il était. L'inspecteur prit des notes, toujours aussi sceptique. « Et comment avez-vous découvert l'identité de cet homme ? » « J'ai vu sa photo dans un magazine. Je l'ai reconnu tout de suite. C'est Antoine Dubois, un célèbre avocat. Quelle raison aurait-il d'emmener votre belle-fille » Jean-Pierre haussa les épaules, essayant de paraître à la fois confus et outré. « Je ne sais pas. Peut-être que c'est un de ces pervers, vous savez, ceux qui ont l'air respectables, mais qui ont de sombres secrets. » L'inspecteur haussa un sourcil, doutant clairement d'une accusation aussi grave contre un citoyen respecté. « Monsieur Moreau, c'est une allégation sérieuse. Avez-vous des preuves ? J'ai des témoins qui l'ont vu emmener ma fille, et j'ai des documents prouvant que je suis son tuteur légal. » C'était un mensonge. Jean-Pierre n'avait jamais officialisé sa relation avec Sophie, mais il espérait que la police ne vérifierait pas tout de suite. Après d'autres questions, l'inspecteur quitta la pièce, laissant Jean-Pierre attendre. 15 minutes plus tard, il revint avec un autre officier. « Monsieur Moreau, nous allons enregistrer votre plainte et enquêter. Si ce que vous dites est vrai, nous prendrons les mesures nécessaires pour récupérer votre belle-fille. » Jean-Pierre hocha la tête, essayant de paraître comme un tuteur inquiet. À l'intérieur, il calculait combien il pourrait soutirer à ce riche avocat pour qu'il se taise. L'appartement d'Antoine avait maintenant un aspect différent. De petits signes de la présence de Sophie étaient partout. Des dessins colorés collés sur le réfrigérateur, une poupée perchée sur le canapé, des crayons et des papiers étalés sur la table basse. En seulement 4 jours, l'espace autrefois impersonnel avait pris vie. Sophie était sur le tapis du salon, dessinant intensément avec ses nouveaux crayons de couleur, l'un de ses cadeaux préférés depuis qu'Antoine l'avait emmenée faire des courses. Ses cheveux, maintenant propres et bien entretenus, tombaient sur ses épaules alors qu'elle se penchait sur son papier. Antoine la regardait depuis la cuisine alors qu'il préparait le dîner, quelque chose qu'il ne faisait jamais auparavant, préférant les plats à emporter. Maintenant, cependant, il trouvait une étrange satisfaction à cuisiner pour Sophie, à la voir essayer de nouvelles saveurs, à discuter de sa journée pendant qu'ils mangeaient ensemble. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Isabelle. « Antoine, nous avons un problème, » dit-elle sans préambule. « Jean-Pierre a porté plainte contre toi. » Antoine sentit son sang se glacer. « Quand ? Cet après-midi ? Il t'accuse d'enlèvement ? » « Bon sang !» marmonna Antoine en s'éloignant pour que Sophie n'entende pas. Il n'avait pas l'air de s'en soucier du tout quand nous sommes partis. Eh bien, maintenant, il joue le tuteur inquiet. La police enquête déjà. Je l'ai appris par un contact au commissariat. Alors, maintenant, nous allons devoir accélérer les choses. Nous avons déjà le rapport médical documentant les bleus de Sophie, et le psychologue a une évaluation préliminaire. Je dépose la demande de garde d'urgence ce soir. Mais sois prêt, Antoine. Il est probable que tu reçoives la visite de la police dans les prochaines heures. Après avoir raccroché, Antoine regarda Sophie, si absorbée par son dessin, si inconsciente de la tempête juridique qui se préparait autour d'elle. La peur de la perdre, de la voir forcée de retourner dans cet environnement toxique, était presque paralysante. Il n'eut pas beaucoup de temps pour se préparer. Moins d'1 heure plus tard, la sonnette retentit. Antoine prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Par la fenêtre, il vit 2 officiers en uniforme qui attendaient. « Sophie » appela-t-il doucement. « Des policiers sont là pour me parler. N'aie pas peur, d'accord ? C'est juste une conversation. » La fillette laissa immédiatement tomber son crayon, ses yeux grands ouverts de peur. « Ils vont me ramener chez Jean-Pierre ? » « Non, » promit Antoine, s'efforçant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. « Ils veulent juste poser quelques questions. Je serai là avec toi. » Il ouvrit la porte, gardant son expression sereine, malgré son cœur qui battait la chamade. « Monsieur Antoine Dubois » demanda l'officier le plus âgé. « Oui, c'est moi, inspecteur Laurent et officier Durand.
Nous aimerions vous parler d'une plainte que nous avons reçue. » Antoine hocha la tête, les invitant à entrer. « Je suis au courant de la situation. Veuillez entrer. » Les officiers entrèrent, remarquant immédiatement Sophie qui se recroquevilla contre le canapé, serrant sa poupée. « Est-ce Sophie Moreau ?» demanda l'inspecteur en désignant discrètement la fillette. « Sophie Simmons » corrigea Antoine. « Moreau est le nom de famille du beau-père, pas le sien. » L'inspecteur prit une note. « Monsieur Dubois, nous avons un rapport indiquant que vous avez enlevé la mineure Sophie de son tuteur légal, Jean-Pierre Moreau, sans autorisation. »« Je comprends, » répondit calmement Antoine, « mais il y a plus à l'histoire que cela. Jean-Pierre Moreau n'est pas le tuteur légal de Sophie. Il était simplement le petit ami de sa mère, Camille. Camille est décédée récemment. Il n'y a aucun document officiel lui donnant des droits sur Sophie. » L'inspecteur parut légèrement surpris. « Monsieur Moreau prétend qu'il est le tuteur légal. »« Il a menti, » dit simplement Antoine. « Je peux le prouver. Mon avocate, Isabelle Lefebvre, prépare les documents nécessaires. Mais plus important encore, le bien-être de Sophie est en jeu. Je l'ai trouvée sous la pluie, seule, à 5 ans. Quand je l'ai ramenée chez elle, j'ai vu les conditions dans lesquelles elle vivait. Elle a des bleus sur tout le corps. Elle ne va pas à l'école. Elle était forcée de mendier dans les rues. » Pendant qu'il parlait, Antoine remarqua que le regard du plus jeune officier dérivait constamment vers Sophie, l'inquiétude évidente sur son visage. « Nous avons un rapport médical documentant des signes de négligence et d'abus possibles, » continua Antoine, « et un rapport préliminaire d'un pédopsychiatre. J'agis pour protéger cet enfant, pas pour enfreindre la loi. » L'inspecteur soupira. Néanmoins, Monsieur Dubois, la procédure appropriée aurait été d'appeler l'aide sociale à l'enfance, pas de prendre les choses en main. « Je sais, et c'était mon erreur, mais c'était une décision prise sur le moment, en voyant un enfant en danger. » La sonnette retentit de nouveau. Antoine ouvrit, soulagé de voir Isabelle. « Inspecteur Laurent, » salua-t-elle, surprenant Antoine par sa familiarité. « Je pensais bien vous trouver ici. Je suis Isabelle Lefebvre, l'avocate de Monsieur Dubois. » Elle entra, portant un dossier. « J'ai ici des documents prouvant que Jean-Pierre Moreau n'a aucun droit légal sur Sophie. Et j'ai aussi les rapports médicaux et psychologiques indiquant qu'elle était en danger. » L'inspecteur examina les documents pendant plusieurs longues minutes. La tension était palpable dans la pièce. Sophie restait recroquevillée sur le canapé, ses yeux passant des adultes aux autres. « Même avec tout cela, dit finalement l'inspecteur, nous avons toujours une situation irrégulière. Vous ne pouvez pas simplement prendre un enfant, même avec de bonnes intentions. »« Nous en sommes conscients, » intervint Isabelle. « C'est pourquoi nous avons déjà déposé une demande de garde provisoire d'urgence. Nous avons juste besoin de quelques jours jusqu'à l'audience. »« Néanmoins, insista l'inspecteur, nous aurons besoin d'une déclaration formelle de votre part, Monsieur Dubois. Vous devrez nous accompagner au commissariat. » Antoine hocha la tête, résigné. Il s'était attendu à cette possibilité. « Et Sophie ?» demanda-t-il, inquiet. « L'assistante sociale est en route. Elle parlera avec la fillette et déterminera la meilleure solution temporaire. » À ce moment, Sophie se leva du canapé et courut vers Antoine, s'accrochant à sa jambe. « Je ne veux pas y aller, dit-elle, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « S'il vous plaît, ne les laissez pas me ramener. » Antoine s'agenouilla au niveau de ses yeux. « Personne ne te ramènera chez Jean-Pierre, Sophie. Je te le promets. Ces officiers font juste leur travail, s'assurant que tu es en sécurité. »« Mais je suis en sécurité avec vous, » insista-t-elle, la voix se brisant en sanglots. L'inspecteur et l'officier échangèrent des regards, clairement émus par la scène. « Voici ce que nous pouvons faire, » dit l'inspecteur, adoucissant son ton. « Pour l'instant, la fillette peut rester ici avec l'avocate pendant que M. Dubois vient avec nous pour faire une déposition. L'assistante sociale évaluera la situation à son arrivée. » Antoine hocha la tête, reconnaissant pour cette petite concession. Il expliqua à Sophie qu'il devait partir pour quelques heures, mais qu'Isabelle resterait et qu'il serait bientôt de retour. « Promis ?» demanda Sophie entre deux sanglots. « Promis !» dit Antoine en lui faisant un bref câlin avant de se lever. Pendant qu'Antoine se préparait à partir, Isabelle organisa les documents pour l'assistante sociale qui devait arriver. L'atmosphère était tendue, mais contrôlée. La sonnette retentit une troisième fois ce soir-là. C'était l'assistante sociale,
une femme d'âge moyen à l'expression sévère mais bienveillante. « Madame Bernard, se présenta-t-elle, je suis ici pour évaluer la situation de la mineure Sophie Simmons. » Après une brève conversation avec Isabelle, l'assistante sociale demanda à parler seule avec Sophie. Antoine hésita, mais Isabelle indiqua que la coopération était la meilleure solution. Avant de partir avec l'officier, il dit un dernier au revoir à Sophie, lui faisant un sourire rassurant. « Tout ira bien, » murmura-t-il. Au commissariat, Antoine répondit aux questions avec patience et honnêteté. Il décrivit en détail comment il avait trouvé Sophie, sa visite à l'appartement de Jean-Pierre et la décision impulsive de l'emmener. « Je sais que je n'ai pas suivi les procédures appropriées, » admit-il, « mais à ce moment-là, tout ce à quoi je pouvais penser était sa sécurité. » L'entretien dura près de 2 heures. À la fin, Antoine se sentait émotionnellement épuisé, mais déterminé. En sortant de la salle d'interrogatoire, il trouva Isabelle dans le couloir. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. « Aussi bien que possible, je pense. » Et Sophie ? L'assistante sociale vient de terminer son entretien avec elle. « Antoine, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. » Avant qu'Isabelle ne puisse élaborer, Madame Bernard s'approcha d'eux, accompagnée de Sophie, qui courut immédiatement vers Antoine, enroulant ses bras autour de ses jambes. « Monsieur Dubois, » commença l'assistante sociale, « j'ai eu une longue conversation avec Sophie. C'est une fillette très intelligente et articulée pour son âge. » Antoine hocha la tête, posant une main protectrice sur l'épaule de Sophie. « Normalement, dans des situations comme celle-ci, l'enfant serait placé temporairement en famille d'accueil pendant que la question de la garde est résolue, » continua Madame Bernard. « Cependant, étant donné les circonstances et le lien évident entre vous deux, je recommande que Sophie reste sous votre garde jusqu'à l'audience. » Antoine pouvait à peine y croire. « Merci, » dit-il, sincère. « Qu'est-ce qui vous a fait décider cela ?» L'assistante sociale sourit doucement à Sophie. « Quelque chose qu'elle a dit pendant notre conversation. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé le jour où vous l'avez emmenée, elle a répondu très sincèrement. Je lui ai demandé de m'emmener. Puis elle a expliqué comment vous la traitez bien, comment elle a enfin de vrais repas, comment elle n'a plus peur. En toutes mes années de service, j'ai rarement vu un enfant plaider pour un adulte de manière aussi convaincante. » Antoine regarda Sophie, à la fois surpris et profondément ému. Elle lui sourit, un sourire confiant qui contrastait vivement avec l'enfant effrayé qu'il avait trouvé sous la pluie 4 jours plus tôt. « Alors, que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il. « Maintenant, nous nous préparons pour l'audience, » répondit Isabelle. « Avec le rapport favorable de Madame Bernard, nos chances viennent de s'améliorer considérablement. » Alors qu'ils quittaient le commissariat, la nuit était complètement tombée. Sophie, épuisée par cette journée chargée en émotions, s'endormit dans la voiture presque immédiatement. « Elle a vraiment dit ça ?» demanda Antoine à Isabelle alors qu'il conduisait. « Je lui ai demandé de m'emmener. » Isabelle sourit. « Oui, et bien plus encore. Elle a parlé pendant près d'1 heure, leur racontant tout sur Jean-Pierre, comment vous l'avez sauvé, à quel point elle se sent en sécurité maintenant. » Antoine jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à Sophie, endormie sur la banquette arrière. Un sentiment de protection et d'affection inonda sa poitrine. La bataille était loin d'être terminée. Jean-Pierre n'abandonnerait pas facilement, surtout maintenant qu'il savait qui était Antoine. Il y aurait d'autres interrogatoires, des audiences, des incertitudes. Mais à ce moment-là, en traversant la ville silencieuse avec Sophie en sécurité à l'arrière, Antoine ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, l'espoir. Et pour la première fois, il s'autorisa à imaginer un avenir où lui et Sophie seraient une vraie famille. Le bureau d'Isabelle ressemblait à un centre de commandement. Des documents empilés, des post-it de différentes couleurs marquant des pages importantes, et 3 ordinateurs affichant différentes bases de données. Antoine et Isabelle avaient travaillé 3 jours d'affilée, rassemblant chaque bribe d'information qui pourrait aider leur cas. « Regarde ça », dit Isabelle en faisant glisser un dossier vers Antoine. « J'ai obtenu les dossiers médicaux de la mère. Camille Simmons est décédée il y a 6 mois d'un cancer du pancréas avancé. » Antoine ouvrit le dossier, parcourant les dates d'hospitalisation, les traitements tentés, les notes du médecin sur son déclin progressif.
La dernière page contenait quelque chose qui lui noua l'estomac. Une déclaration signée par Camille, datée de 2 semaines avant sa mort, exprimant son souhait que Sophie reste sous la garde de Jean-Pierre Moreau. « Cela complique les choses, marmonna-t-il. Isabelle se pencha pour lire le document. Oui et non. C'est une simple déclaration, pas un document de tutelle légalement reconnu. Et elle a été faite dans des circonstances extrêmes. Elle était à l'hôpital, probablement sous analgésique, sans conseil juridique. Mais cela exprime quand même sa volonté. La volonté d'une mère mourante qui croyait que Jean-Pierre prendrait bien soin de sa fille, clarifia Isabelle. Légalement, ce qui compte maintenant, c'est qu'il n'a pas rempli cette responsabilité. Antoine hocha la tête, feuilletant les pages pour trouver plus de dossiers. Aucun père sur l'acte de naissance. Mention père inconnu. Cela simplifie au moins un aspect. Il n'y a pas d'autre adulte avec des droits parentaux pour contester notre demande de garde. Et Jean-Pierre ? Demanda Antoine. Qu'avons-nous sur lui ? Isabelle attrapa un autre dossier, plus épais. Voici ce que mon enquêteur a trouvé. Jean-Pierre Moreau, 46 ans. Historique d'emplois instables, principalement dans la construction. 3 arrestations pour ivresse sur la voie publique au cours des 2 dernières années. Une accusation d'agression qui a été abandonnée, la victime ayant refusé de porter plainte, probablement par peur. Rien concernant spécifiquement les enfants. Non, mais cela n'affaiblit pas notre position. Son schéma de comportement instable, son alcoolisme, son incapacité à garder un emploi, tout cela renforce notre argument selon lequel il n'est pas apte à élever un enfant. Antoine parcourut les documents, des photos d'identité judiciaire, des relevés d'emploi qui duraient rarement plus de quelques mois, le portrait d'un homme à la dérive, entraînant tout le monde autour de lui dans son chaos. Et les rapports médicaux de Sophie ? Isabelle poussa un 3e dossier vers lui. Le docteur Martinez a été minutieux. Elle a documenté chaque bleu, noté des signes de malnutrition légère et constaté que les vaccins de Sophie n'étaient pas à jour depuis 1 an. Tout cela depuis la mort de sa mère, dit Antoine, sentant cette colère familière monter. Exactement. Nous avons une image claire avant, après. Quand Camille était en vie, Sophie allait à l'école, avait des bilans de santé réguliers, était bien nourrie. En 6 mois, sous la seule garde de Jean-Pierre, tout cela s'est détérioré rapidement. Antoine ferma le dossier, incapable de continuer à regarder les photos cliniques des blessures de Sophie. Et le rapport psychologique ? C'est notre pièce la plus solide. Isabelle sortit un rapport soigneusement relié de son tiroir. Le docteur Roussel a été très direct. Sophie présente des signes de stress post-traumatique liés à la perte de sa mère, aggravés par une négligence ultérieure. Elle mentionne à plusieurs reprises avoir peur de Jean-Pierre, surtout quand il boit. Elle était souvent laissée seule pendant de longues périodes, y compris la nuit, et se couchait fréquemment le ventre vide. Antoine sentit le poids de ces mots. Imaginer Sophie seule dans cette situation, sans personne pour la protéger, lui fit mal au cœur. Le docteur Roussel a également noté, poursuivit Isabelle, une nette amélioration du comportement et de l'état émotionnel de Sophie depuis qu'elle est avec toi. Elle est plus communicative, sourit davantage, montre moins de signes d'anxiété. Cela soutient fortement notre cas. Quel est notre calendrier ? L'audience préliminaire est dans 3 jours. Si tout se passe bien, nous obtiendrons la garde provisoire pour 6 mois. Assez de temps pour monter le dossier pour la garde permanente. Antoine hocha la tête, passant une main dans ses cheveux, dans un geste d'épuisement. Il avait peu dormi ces derniers jours, équilibrant le travail avec Isabelle et les soins de Sophie. Étrangement, sa vieille routine ordonnée et solitaire ne lui manquait pas. « Antoine, dit Isabelle en fermant les dossiers, ça va marcher. Nous avons un dossier solide. Jean-Pierre n'a pas les ressources pour un bon avocat, et même s'il en avait, les faits sont contre lui. J'espère que tu as raison. J'en suis sûr, sourit-elle avec confiance. Maintenant, rentre chez toi. Sophie t'attend probablement. Il vérifia sa montre. Presque 19 heures. La baby-sitter qu'Isabelle avait recommandée était avec Sophie depuis le matin. Un autre ajustement à sa vie qu'il n'aurait pas imaginé faire quelques semaines plus tôt. Merci Isabelle. Pour tout, ne me remercie pas encore. Remercie-moi quand nous aurons gagné. En rentrant chez lui, Antoine trouva Sophie et Madame Garcia, la baby-sitter, en train de peindre à la table de la cuisine.
La scène était si domestique, si différente de l'ordre solitaire dans lequel il avait l'habitude de rentrer, que pendant un instant, il resta dans l'embrasure de la porte, observant en silence. « Monsieur Dubois » le salua madame Garcia quand elle le remarqua. « Bon retour. Nous avons eu une journée productive. » Sophie leva la tête, un immense sourire illuminant son visage quand elle le vit. « Antoine, regarde ce que j'ai fait. » Elle brandit une peinture colorée, 3 personnes se tenant la main sous un ciel bleu. Antoine se reconnut instantanément à droite, dans un costume typique, Sophie au milieu portant une robe rose, et à gauche, une figure féminine avec un halo doré au-dessus de sa tête. « C'est ma maman », expliqua Sophie en montrant la figure auréolée. « Elle nous regarde depuis le ciel. » Antoine sentit une oppression dans sa poitrine. « C'est une très belle image, Sophie. » Madame Garcia sourit en commençant à nettoyer les peintures. « Elle a un talent naturel pour l'art. Vous devriez envisager des cours. » « C'est une bonne idée, » approuva Antoine en plaçant le dessin sur le réfrigérateur à côté de plusieurs autres que Sophie avait fait au cours des derniers jours. « Comment s'est passé le reste de ta journée ?»« Super. On a pris le petit déjeuner, on est allés au parc, on a pratiqué la lecture, on a déjeuné, on a fait des maths simples, puis de l'art. C'est une élève merveilleuse. » Antoine paya madame Garcia et la raccompagna à la porte. Quand il revint, Sophie sortait des assiettes d'une armoire basse. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je prépare le dîner, » répondit-elle sérieusement. « Madame Garcia a dit que vous apporteriez à manger. » Antoine sourit. « C'est vrai, j'ai commandé chinois, ça devrait arriver d'une minute à l'autre. J'adore le chow mein. »« Je sais, c'est pour ça que j'en ai commandé. » En attendant la nourriture, Antoine aida Sophie à finir de mettre la table. C'était un simple rituel qu'ils avaient développé ces derniers jours. Placer les assiettes, les couverts, les serviettes. Sophie insistait pour aider, fière de contribuer à la routine domestique. Quand la nourriture arriva, ils s'assirent pour manger, et Sophie raconta avec enthousiasme sa journée au parc, les canards qu'elle avait vus, les lettres qu'elle apprenait. Antoine écoutait, posait des questions et riait de ses commentaires d'une perspicacité unique et enfantine. À un moment donné, en regardant Sophie se battre pour ramasser un morceau de poulet avec des baguettes, une bataille perdue qui se termina finalement par l'utilisation d'une fourchette, Antoine réalisa quelque chose d'étonnant. Il était heureux, vraiment heureux, d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis des années, peut-être des décennies. Après le dîner et leur séance de lecture nocturne, quelque chose qui était devenu partie intégrante de leur routine, Antoine mit Sophie au lit. Les premiers jours, elle dormait encore sur le canapé, mais il devint vite évident qu'elle avait besoin de son propre espace. Antoine convertit rapidement la chambre d'amis, autrefois un bureau de fortune, en chambre de Sophie. Les murs étaient encore beiges, mais il avait promis qu'ils les peindrait ensemble de la couleur qu'elle choisirait. « Antoine !» appela Sophie alors qu'il était sur le point de quitter la pièce après un baiser de bonne nuit. « Oui ? Est-ce que je devrais un jour retourner chez Jean-Pierre ?» La question le prit au dépourvu, bien qu'il sût qu'elle était toujours dans son esprit. « Non, Sophie, nous faisons tout notre possible pour que tu n'aies jamais à le faire. Promis ?» Antoine s'assit sur le bord de son lit. « Tu te souviens quand on s'est rencontrés pour la première fois ? Qu'est-ce que je t'ai promis ? Que vous ne me renverriez pas. Exactement. Et je tiens toujours mes promesses. » Elle sourit, apparemment rassurée, et ferma les yeux. Antoine resta quelques minutes de plus, la regardant s'endormir, étonné de la façon dont les enfants peuvent faire confiance si ouvertement, même après tant de déceptions. De retour dans le salon, il se versa un verre de vin et s'assit sur le canapé, les documents du dossier étalés sur la table basse. Il devrait tout revoir à nouveau pour se préparer à l'audience, mais ses pensées étaient ailleurs. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il pensa à sa propre enfance. Des parents distants, toujours occupés par leur carrière. Le sentiment constant d'être un inconvénient, un projet secondaire. Il n'y avait jamais eu de négligence physique. Il avait toujours eu le meilleur que l'argent pouvait acheter. Mais le vide affectif, oh ça, il le connaissait bien. C'est peut-être pour cela qu'il n'avait jamais fondé de famille, qu'il avait évité les relations profondes. Il s'était convaincu qu'il était mieux seul, que la solitude était un choix conscient.
Pas une peur enracinée. Maintenant, soudainement, il y avait Sophie. Un enfant qui avait fait irruption dans sa vie ordonnée et solitaire, la mettant sens dessus dessous. Et au lieu de ressentir du ressentiment pour le désordre, il l'embrassait. Les dessins sur le réfrigérateur, les livres pour enfants sur la table basse, la petite brosse à dents violette à côté de la sienne dans la salle de bain. Tous ces signes de la présence d'un autre être humain dans son espace lui apportaient maintenant du réconfort plutôt que de l'anxiété. Était-ce cela, une famille? Pas le devoir solennel que ses parents semblaient ressentir, mais cette simple joie dans la compagnie de quelqu'un d'autre, ce souci constant pour le bien-être d'une autre personne, ce désir de protéger, de nourrir, d'être simplement là. Antoine ramassa le dessin que Sophie avait fait, maintenant entre ses mains, après l'avoir décroché du réfrigérateur. 3 personnages se tenant la main. Une famille improvisée, née du hasard et du courage, née de la pluie et du désespoir, de 2 âmes reconnaissant qu'elles avaient besoin l'une de l'autre. Demain, il y aurait d'autres documents à examiner, d'autres stratégies à discuter avec Isabelle, plus de préparation pour l'audience. La bataille juridique ne faisait que commencer. Jean-Pierre pourrait trouver de nouvelles tactiques, de nouveaux arguments. Le système pourrait leur jeter des obstacles inattendus. Mais cette nuit-là, assis seul dans le salon silencieux, entendant la douce respiration de Sophie depuis la chambre, Antoine ressentit une certitude qui transcendait toutes les questions juridiques. Ils étaient déjà une famille. Les papiers, les documents, les décisions de justice, tout cela ne ferait qu'officialiser ce qui était déjà dans leur cœur. Pour la première fois, le mot « famille » ne l'effrayait plus. Au contraire, il semblait être la réponse à une question qu'il ne savait pas qu'il se posait depuis toute sa vie. Le centre d'aide sociale à l'enfance était un bâtiment moderne, aux murs pastels, et au mobilier conçu pour être apaisant. Antoine tenait la main de Sophie pendant qu'ils attendaient dans le hall. Aujourd'hui, c'était l'évaluation familiale officielle, une étape cruciale dans le processus de garde. Isabelle avait expliqué que c'était la procédure standard. Sophie serait interrogée par un psychologue spécialisé et Antoine subirait une évaluation avec des travailleurs sociaux pour déterminer son aptitude en tant que tuteur. « Tu es nerveuse ?» demanda-t-il, remarquant Sophie qui balançait ses jambes avec anxiété depuis une chaise trop grande pour elle. Elle hocha la tête. « Un peu. »« Qu'est-ce qu'ils vont me demander ? Juste comment tu te sens, comment c'est de vivre avec moi. Il n'y a rien à craindre. Dis juste la vérité. » Sophie serra sa main un peu plus fort. « Et s'ils ne me croient pas ? » ?»« Ils te croiront. Les adultes peuvent généralement dire quand les enfants sont honnêtes. » Une porte s'ouvrit et une femme d'âge moyen avec une tablette apparut. « Sophie Simmons ? Je suis le docteur Roussel. Voudrais-tu venir avec moi ?» Sophie regarda Antoine, cherchant du réconfort. Il lui sourit pour l'encourager. « Ce sera rapide, promit-il. Je serai juste ici quand tu auras fini. » À contre-cœur, Sophie lâcha sa main et suivit la psychologue dans une autre pièce. Antoine vérifia sa montre. Isabelle devrait arriver d'une minute à l'autre avec d'autres documents dont ils avaient besoin pour l'évaluation. 15 minutes plus tard, Isabelle entra dans la salle d'attente, les joues rouges comme si elle avait couru. « Désolée, je suis en retard, » dit-elle en s'asseyant à côté d'Antoine. « Mais j'ai des nouvelles importantes. » « Bonne ou mauvaise ? » Les deux. D'abord, la bonne. J'ai trouvé l'acte de décès de Camille Simmons et, plus important encore, ses actes de naissance complets pour Sophie. Jean-Pierre Moreau n'apparaît sur aucun document officiel comme tuteur de la fillette. Il n'y a aucune trace de mariage avec Camille, aucun formulaire de paternité, aucun testament le nommant tuteur. Antoine sentit un poids se lever de ses épaules. Cela affaiblit complètement sa position. Exactement. Maintenant, la moins bonne nouvelle. Jean-Pierre est ici. Quoi ? Comment a-t-il su pour cette évaluation ? Les audiences du tribunal de la famille sont publiques, Antoine, et les procédures de garde sont enregistrées. N'importe qui, surtout quelqu'un d'impliqué dans l'affaire, peut obtenir cette information. La porte de la réception s'ouvrit comme sur un signal, et Jean-Pierre Moreau entra. Initialement méconnaissable, il s'était coupé les cheveux, rasé, et portait une chemise propre, bien loin de l'apparence débraillée qu'il avait quand Antoine l'avait rencontré. « Ce n'est pas bon, » marmonna Isabelle.
Il essaie d'avoir l'air respectable. Antoine sentit la colère monter à la vue de l'homme qui avait maltraité Sophie, essayant maintenant de se faire passer pour un citoyen responsable. Jean-Pierre les remarqua et sourit, un sourire calculé qui n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur Dubois » salua-t-il avec une fausse cordialité. « Maître Lefebvre. »« Que faites-vous ici, Jean-Pierre » demanda Antoine, essayant de garder sa voix basse et contrôlée. « La même chose que vous, je suppose. Je suis ici pour ma fille. »« Elle n'est pas votre fille, » rétorqua Antoine, les poings serrés. « Aux yeux de la loi, peut-être pas officiellement, » concéda Jean-Pierre avec un haussement d'épaules. « Mais j'étais avec Camille pendant des années. Sophie me connaît comme son beau-père. J'ai des droits moraux, sinon légaux. » Isabelle intervint avant qu'Antoine ne puisse répondre. « Monsieur Moreau, je suggère que nous évitions la confrontation. Cela n'aidera le cas de personne. » Jean-Pierre hocha la tête, trop poli. « Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour Sophie. » Avant que la conversation ne puisse continuer, un travailleur social appela Antoine pour son évaluation. Isabelle lui lança un regard indiquant qu'elle s'occuperait de Jean-Pierre pendant son absence. L'évaluation dura près d'1 heure. Des questions sur sa routine, son travail, comment il prévoyait d'équilibrer sa carrière avec les soins d'un enfant. Antoine répondit honnêtement, décrivant les changements qu'il avait déjà faits. La baby-sitter fiable, les ajustements à son emploi du temps, la priorisation des besoins de Sophie. Quand il retourna dans la salle d'attente, il trouva Isabelle seule, parcourant des papiers avec une expression concentrée. « Où est Jean-Pierre » demanda-t-il en regardant autour de lui. « Il a été appelé pour une évaluation aussi, » dit-elle sans lever les yeux. « Même s'il n'a aucun droit légal formel, le tribunal veut une image complète de toutes les personnes impliquées. »« Et Sophie ?» Toujours avec la psychologue. Ces évaluations peuvent être longues. Antoine s'assit, se préparant à attendre encore. Après quelques minutes, Isabelle ferma son dossier. « Antoine, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Jean-Pierre m'a approché pendant que tu étais en évaluation. » « Que voulait-il » ? Il a proposé un marché. Isabelle ajusta ses lunettes, clairement mal à l'aise. Il a dit qu'il abandonnerait toute prétention sur Sophie contre de l'argent. L'estomac d'Antoine se retourna. Il essaie de vendre sa garde. Essentiellement, oui. Il a suggéré une compensation financière pour l'aider à repartir à zéro. « C'est dégoûtant, » gronda Antoine, le mépris évident dans sa voix. « Combien a-t-il demandé » ? 100 000 €. Antoine laissa échapper un rire sans joie. Au moins, maintenant nous savons avec certitude qu'il ne s'est jamais soucié de Sophie. Il veut juste en profiter. Cela peut être utilisé contre lui, observa Isabelle. S'il refait cette offre devant des témoins officiels, ce sera presque un aveu qu'il n'a aucun intérêt réel pour son bien-être. Les portes du couloir s'ouvrirent et Sophie sortit avec le docteur Roussel. En voyant Antoine, son visage s'illumina et elle courut vers lui. « Comment ça s'est passé » demanda-t-il en s'agenouillant à son niveau. « C'était bien. J'ai dessiné notre maison. » Sophie sourit, puis hésita, comme si elle se souvenait de quelque chose d'important. « Je peux te dire un secret ?»« Bien sûr. » Elle se pencha plus près, lui chuchotant à l'oreille. « Je lui ai dit que je veux rester avec toi pour toujours. » Antoine sentit une boule dans sa gorge. « C'est un super secret, » réussit-il à dire. Le docteur Roussel s'approcha en souriant gentiment. « Sophie s'en est très bien sortie. Vous pouvez attendre ici. Nous rappellerons tout le monde pour une discussion commune bientôt. » Elle avait à peine fini de parler que la porte de la réception s'ouvrit de nouveau. Jean-Pierre revenait de son évaluation, marchant avec l'assurance de quelqu'un qui pense avoir fait bonne impression. Sophie le vit. Tout son corps se figea, ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Puis vint un cri. Aigu, viscéral, chargé d'une peur pure. « Il va m'emmener, ne le laissez pas m'emmener !» Elle s'accrocha à Antoine avec une telle force que ses petits ongles s'enfoncèrent dans sa peau à travers sa chemise. Son corps tremblait violemment, des larmes coulant sur son visage. « Je ne veux pas y retourner. S'il vous plaît, s'il vous plaît. » Sa réaction fut si intense, si authentiquement terrifiée, que tout le monde dans la pièce s'arrêta. La réceptionniste se leva, alarmée.
Le docteur Roussel se précipita et un autre travailleur social apparut dans le couloir, attiré par le bruit. Antoine enroula ses bras autour de Sophie, la protégeant, lui chuchotant des mots de réconfort. « Chut, c'est bon, tu n'y retourneras pas. Je te l'ai promis, tu te souviens ?» Mais Sophie était au-delà de toute consolation rationnelle, piégée dans une panique primale, déclenchée par la simple présence de Jean-Pierre. Elle continuait de crier, s'accrochant à Antoine comme si sa vie en dépendait. Le docteur Roussel agit rapidement, demandant à Antoine d'emmener Sophie dans une pièce privée au bout du couloir, loin de la vue de Jean-Pierre. Isabelle suivit, tandis qu'un autre travailleur social bloquait Jean-Pierre, qui semblait véritablement surpris par l'intensité de la réaction de Sophie. Dans la pièce privée, il fallut près de 20 minutes pour que Sophie se calme assez pour arrêter de pleurer. Même alors, elle refusa de lâcher la main d'Antoine. Le docteur Roussel observait attentivement, prenant occasionnellement des notes sur sa tablette. « Sophie, dit-elle finalement, sa voix calme et professionnelle. « Peux-tu me dire pourquoi tu as eu si peur quand tu as vu Jean-Pierre » Sophie regarda Antoine, qui hocha la tête pour l'encourager. « C'est bon, tu peux lui dire. »« Il est méchant, » dit doucement Sophie. « Quand il boit, il se met vraiment en colère. Il casse des choses. Une fois... » Elle hésita, comme si elle se souvenait de quelque chose de particulièrement douloureux. « Une fois, il m'a poussé si fort que je suis tombée et je me suis fait mal ici. » Elle montra une petite cicatrice presque invisible sur son front. Le docteur Roussel échangea un regard significatif avec le travailleur social qui les avait rejoints. Cette réaction spontanée, cette peur viscérale, était plus révélatrice que des heures de déclarations répétées n'auraient pu l'être. « Merci de nous avoir dit ça, Sophie, » dit le médecin. « Tu as été très courageuse. » Isabelle, qui était sortie brièvement pour passer des appels, revint avec des nouvelles importantes. « Je viens de recevoir un appel très intéressant, » annonça-t-elle, contenant à peine son excitation. « Une femme nommée Madame Lambert a contacté mon bureau. Elle était voisine de Sophie et Camille pendant des années, jusqu'à ce qu'elle déménage récemment. Elle a dit qu'elle s'était toujours inquiétée pour la fillette après la mort de sa mère, et quand elle a entendu parler de l'affaire par quelqu'un qui travaille au tribunal, elle a décidé de se manifester. « Qu'a-t-elle dit » demanda Antoine. « Qu'elle entendait souvent Jean-Pierre crier sur Sophie. Que plus d'une fois, elle a trouvé la fillette enfermée dans le couloir quand Jean-Pierre ne la laissait pas entrer. Qu'elle s'est occupée de Sophie pendant des jours entiers quand Jean-Pierre disparaissait dans des beuveries. Et le meilleur, elle a des preuves. Des photos qu'elle a prises discrètement, des dates notées, même des enregistrements audio, des cris à travers le mur. C'était comme si l'univers s'était aligné en leur faveur. » Le docteur Roussel et le travailleur social échangèrent de nouveau des regards, et Antoine put sentir la balance de la justice pencher de manière décisive de leur côté. La réunion finale de la journée eut lieu dans une salle de conférence. D'un côté de la table étaient assis Antoine, Isabelle et le docteur Roussel. De l'autre, Jean-Pierre et un avocat commis d'office, clairement dépassé et non préparé. Au centre siégeait la juge des affaires familiales, l'honorable juge Picard, examinant les rapports hâtivement mis à jour des événements de la journée. « Eh bien, dit-elle finalement en posant les papiers, je crois que nous avons une image assez claire de la situation. Monsieur Moreau, vous n'avez aucun droit légal sur Sophie Simmons. Il n'y a aucun document vous établissant comme son tuteur, ni aucune relation biologique ou adoptive. » Jean-Pierre tenta de protester, mais son avocat le fit taire d'un regard. « De plus, poursuivit la juge, il existe des preuves substantielles de négligence et d'abus possibles. La terreur de l'enfant en vous voyant aujourd'hui est particulièrement préoccupante, tout comme les déclarations de Madame Lambert, qui ont été vérifiées de manière préliminaire. » Elle se tourna vers Antoine. « Monsieur Dubois, bien que vos actions initiales aient été techniquement illégales, enlevant un enfant sans autorisation appropriée, les circonstances exceptionnelles et votre conduite ultérieure indiquent des intentions véritablement protectrices. Les rapports des professionnels montrent que Sophie s'épanouit sous votre garde. » La juge ajusta ses lunettes, adoptant un ton plus formel. « Sur la base de tous les rapports et preuves présentés, j'accorde la garde provisoire de Sophie Simmons à Monsieur Antoine Dubois, avec effet immédiat pour une période de 6 mois. Pendant cette période, Monsieur Dubois,
Vous devrez vous conformer à toutes les visites de suivi des services sociaux et suivre un cours de parents d'accueil. Elle regarda droit vers Jean-Pierre. « Monsieur Moreau, il vous est interdit de tenter de contacter la mineure Simmons. Toute violation entraînera de graves conséquences juridiques. De plus, je vous conseille vivement de chercher de l'aide pour votre problème d'alcool. » Jean-Pierre se leva brusquement, le visage rouge de rage. « C'est ridicule. Elle était ma responsabilité. »« Asseyez-vous, monsieur Moreau, » ordonna la juge, la voix ferme. « Votre conduite ne fait que confirmer les inquiétudes soulevées dans ces rapports. Continuez, et je vous ferai escorter dehors. » À contre-cœur, Jean-Pierre se rassit, marmonnant des jurons. Une audience pour évaluer la garde permanente sera programmée dans 6 mois, conclut la juge. La séance est levée. En quittant le centre, pendant qu'ils attendaient la voiture sur le parking, Antoine s'agenouilla à côté de Sophie, qui semblait épuisée après cette journée éprouvante. « Tu as entendu la juge, n'est-ce pas? Tu restes avec moi. Personne ne te ramènera. » Sophie hocha la tête, tremblant encore légèrement de la confrontation. Puis, de manière surprenante, elle jeta ses bras autour du cou d'Antoine, le serrant fort. « Merci de t'être battu pour moi, » lui chuchota-t-elle à l'oreille. Personne ne l'avait jamais fait avant. Quelque chose se brisa à l'intérieur d'Antoine. Peut-être la dernière barrière, le mur qu'il avait construit autour de ses émotions. Il sentit des larmes brûler ses yeux, des larmes qu'il n'avait pas versées depuis son enfance. Il n'essaya pas de les retenir, les laissant couler librement alors qu'il serrait la petite personne qui, en si peu de temps, était devenue le centre de son monde. « Je me battrai toujours pour toi, Sophie, » promit-il, la voix tremblante. « Toujours. » Isabelle observait à quelques pas de là, essuyant discrètement ses propres yeux. Quand elle s'approcha enfin, son sourire était chaleureux et authentique. « Félicitations à vous deux, » dit-elle. « La bataille n'est pas complètement terminée, mais nous avons fait un pas de géant aujourd'hui. » Antoine se releva, tenant toujours la main de Sophie. Il resta momentanément sans voix, submergé par l'émotion. Finalement, il trouva les mots. « Merci, Isabelle. Je ne suis pas seulement en train de sauver sa vie. Elle est en train de sauver la mienne. » Le soleil se couchait sur le ciel de Paris, peignant l'horizon de nuances d'orange et de rose. Une nouvelle phase commençait. Pour Sophie, pour Antoine, pour cette famille improbable formée par le hasard et scellée par le choix. Il y aurait d'autres défis à venir, sans aucun doute. Mais à ce moment-là, en marchant vers la voiture, main dans la main, rien n'importait plus que d'être ensemble. Et pour l'instant, c'était plus que suffisant. Le palais de justice était particulièrement bondé. Antoine ajusta nerveusement sa cravate, tandis que Sophie, assise à côté de lui, balançait ses jambes, qui n'atteignaient pas le sol. Sa robe bleu marine avait été choisie spécialement pour l'occasion, et un diadème en étoiles argentées ornait ses cheveux soigneusement peignés. 6 mois s'étaient écoulés depuis que la garde provisoire avait été accordée. Des mois de visites de travailleurs sociaux, de cours de parents d'accueil, qu'Antoine suivait assidûment, de rapports et d'évaluations. Mais cela avait aussi été des mois d'histoire, avant de dormir, de dessins sur le réfrigérateur et de petits triomphes quotidiens qui avaient complètement transformé leur vie. « Nerveux ?» demanda Isabelle en s'asseyant à côté d'eux. « Ne devrais-je pas l'être ?» répondit Antoine. « Tous les rapports sont positifs. Sophie s'en sort bien à l'école, mais quand même. »« C'est normal, » l'assura Isabelle. « C'est probablement la décision la plus importante que tu aies jamais attendue. » Sophie leva les yeux vers lui avec une confiance surprenante pour ses 6 ans nouvellement fêtés. « Tout va bien se passer, Antoine. La juge va dire oui. Je l'ai demandé aux étoiles hier soir. » L'huissier annonça l'entrée de la juge Picard, et tout le monde se leva. Après les formalités, la juge commença à examiner l'affaire. « Nous sommes ici pour l'audience finale sur la garde permanente de Sophie Simmons, » déclara-t-elle. « Au cours des 6 derniers mois, nous avons suivi de près l'arrangement temporaire accordé à M. Antoine Dubois. » Elle feuilleta les documents avant de continuer. « J'ai tous les rapports ici, et je dois dire qu'il est rare de voir des évaluations aussi constamment positives. » Antoine garda son attention sur la juge alors qu'elle citait les conclusions, les notes du travailleur social.
La transformation du bien-être de Sophie est remarquable. Elle fait preuve de confiance et d'un lien sain avec son tuteur. Monsieur Dubois a complètement réorganisé sa vie pour donner la priorité aux besoins de l'enfant. La juge leva les yeux par-dessus ses lunettes. Une chose ressort de tous ces rapports, le mot « famille ». Pas une famille au sens traditionnel peut-être, mais une unité formée par le choix, l'engagement, et plus important encore, un amour authentique. Elle fit une pause, regardant directement Sophie. « Sophie, veux-tu que Monsieur Dubois soit ton tuteur permanent ?» Sophie se leva immédiatement. « Je veux qu'il soit mon papa, » dit-elle clairement. « Pas seulement mon tuteur. » Un murmure se répandit dans la salle. La juge sourit et se tourna vers Antoine. « Monsieur Dubois, êtes-vous conscient des responsabilités permanentes que cette garde implique ?» Antoine se leva. « J'en suis pleinement conscient, votre honneur, et il n'y a rien que je désire plus. » La juge hocha la tête, satisfaite. Ce tribunal accorde par la présente la garde permanente de Sophie Simmons à Monsieur Antoine Dubois, avec tous les droits et responsabilités légales qui en découlent. Elle frappa le marteau, son écho résonnant dans la salle d'audience. Je devrais ajouter que Monsieur Jean-Pierre Moreau est définitivement interdit de tout contact avec la mineure. Sophie leva les yeux vers Antoine, ses yeux brillants. « C'est fini ? Tu es mon tuteur permanent maintenant ?»« Oui, » répondit-il, la voix prise par l'émotion. « Personne ne peut nous séparer maintenant. » Sans prévenir, Sophie sauta de sa chaise dans les bras d'Antoine. « On a gagné !» s'exclama-t-elle, faisant sourire tout le monde autour. « Oui, on a gagné !» acquiesça Antoine en la serrant fort, ne se souciant pas des larmes qui s'échappèrent de ses yeux. Le retour à la maison fut initialement silencieux, tous deux absorbant ce profond changement dans leur vie. « Antoine, » dit finalement Sophie, brisant le silence. « Oui, comment dois-je t'appeler maintenant ?» La question le prit au dépourvu. « Comment ça ?»« Eh bien, tu n'es plus seulement Antoine, tu es mon tuteur permanent. » Elle prononça chaque syllabe avec soin. « Tu peux m'appeler comme tu te sens à l'aise, » répondit-il. « Antoine, c'est toujours bien. Ou pourrais-je t'appeler papa, un jour ?» termina-t-elle, regardant par la fenêtre comme si c'était une question désinvolte. Antoine sentit une boule dans sa gorge. « Ce serait le plus grand honneur de ma vie, Sophie. » Elle sourit. « D'accord, je vais y réfléchir. » Quand ils arrivèrent à la maison, ils trouvèrent une surprise. Sur la porte se trouvait une pancarte colorée faite par Madame Garcia. « Félicitations, Antoine et Sophie. » À l'intérieur, il y avait un gâteau avec les mêmes mots écrits en glaçage vif. Un petit geste qui fit sauter de joie Sophie. « On peut le manger maintenant ?» demanda-t-elle en courant vers la cuisine. Antoine rit. « C'est un jour spécial, alors je pense qu'on peut avoir le dessert en premier. » Cette nuit-là, Sophie s'endormit rapidement, épuisée par cette journée intense. Antoine s'attarda dans sa chambre, la regardant simplement dormir, submergé par l'idée que maintenant, officiellement, elle était sa famille. Le lendemain matin, Antoine fut réveillé par le bruit de casseroles qui s'entrechoquaient dans la cuisine. Alarmé, il se précipita hors du lit pour voir ce qui se passait. Il trouva Sophie debout sur un tabouret, remuant un grand saladier. De la farine partout, la farine. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ?» Elle se tourna, rayonnante, le visage strié de farine. « Je fais des crêpes pour fêter ça, mais je crois que j'ai mis trop de farine. » Antoine examina la cuisine, maintenant un champ de bataille blanc, et au lieu de l'agacement, il ne ressentit que de l'amusement. « Je pense qu'il nous faut plus de lait pour équilibrer ça, » dit-il en attrapant un tablier. Ensemble, ils réparèrent la pâte et commencèrent à cuire. Certaines crêpes tombèrent par terre, d'autres étaient difformes, mais quelques-unes sortirent presque parfaites. « Regarde, celle-là ressemble à un cœur !» s'exclama Sophie en montrant une crêpe légèrement déformée. « Tu as raison, » acquiesça Antoine, « c'est la meilleure. » Pendant qu'il mangeait, généreusement arrosé de sirop d'érable, Sophie regarda Antoine sérieusement. « Maintenant que je suis à toi pour toujours, est-ce que je peux apprendre à lire correctement, comme les grands de ma classe ?»« Bien sûr que tu peux, » répondit Antoine. « Tu fais déjà des progrès à l'école, n'est-ce pas ?» Elle plissa le nez. «
Oui, mais je veux lire de vrais livres, des grands livres, sans images. Antoine sourit. Nous y travaillerons ensemble, un peu chaque jour. Après le petit déjeuner, en nettoyant le désordre, Antoine eut une idée. Que dirais-tu de faire un tableau des tâches, avec du temps pour la lecture, pour le dessin? Les yeux de Sophie s'illuminèrent. Je peux le décorer? Bien sûr, c'est ton tableau. 1 heure plus tard, ils avaient improvisé un tableau en liège, Sophie décorant chaque section avec des étoiles et des cœurs pendant qu'Antoine aidait à planifier une routine. « Je pense qu'il nous faut plus de livres, » dit-il quand ils eurent terminé. « Que dirais-tu d'un tour à la librairie cet après-midi » Elle hocha la tête avec enthousiasme. Après le déjeuner, ils se dirigèrent vers le bon marché. Sophie tenait fermement sa main tout le long du chemin. Dans la section jeunesse, Antoine la regarda examiner attentivement les couvertures, feuilleter les pages avec révérence. Ils repartirent avec un sac plein de livres pour que Sophie s'entraîne, d'autres pour qu'Antoine lui lise, et un dictionnaire illustré qu'elle insistait être essentiel pour quelqu'un qui veut tout apprendre. De retour à l'appartement, ils se blottirent sur le canapé pour explorer leur trésor. Antoine suggéra de commencer par « L'arbre généreux ». « Lis-le avec moi », dit Sophie en s'installant à côté de lui. Antoine commença à lire lentement, montrant chaque mot. Dans certaines parties, Sophie suivait, reconnaissant les mots qu'elle connaissait déjà. Dans d'autres, elle écoutait attentivement, absorbant les sons et les significations. Au fur et à mesure que l'histoire progressait, un conte de don inconditionnel, Antoine réalisa qu'il était tout aussi captivé que Sophie. Peut-être parce que, d'une certaine manière, cela reflétait son propre voyage, découvrant que faire de la place dans sa vie pour une autre personne apporte un enrichissement profond qu'on n'aurait jamais cru possible. Quand ils eurent terminé, Sophie resta immobile, reposant sa tête sur l'épaule d'Antoine. Puis, presque dans un murmure, elle dit « Tu es mon refuge ». 4 mots simples qui frappèrent Antoine avec la force d'une révélation. Il ferma les yeux un instant, recevant cette déclaration comme un cadeau rare et éternel. Un cadeau qui venait avec la responsabilité d'être pour cette petite personne ce que lui-même n'avait jamais eu. Une présence constante, fiable et sûre. « Et toi, tu es le mien », répondit-il finalement. Le lendemain matin, alors qu'ils préparaient le petit déjeuner ensemble, une routine maintenant chérie, Sophie aidait à mettre la table pendant qu'Antoine coupait des fruits. Soudain, elle s'arrêta et regarda Antoine avec une expression sérieuse. « Antoine, » commença-t-elle en s'asseyant à table, « tu m'as sauvé, tu sais, tu es mon vrai héros. » Il arrêta ce qu'il faisait, ému par sa sincérité. Il s'assit en face d'elle, prenant ses petites mains dans les siennes. « Sophie, dit-il, les yeux pleins de larmes, tu m'as sauvé aussi. » Et c'était vrai. Avant elle, sa vie avait été une succession de jours prévisibles et sûrs, mais aussi creux. Elle avait apporté le chaos, oui, des jouets éparpillés, des taches de peinture sur les serviettes, mais aussi des rires résonnant dans des murs autrefois silencieux, des câlins spontanés qui dépouillaient de toute défense, une raison de rentrer à la maison qui allait au-delà du simple repos. Sophie sourit, apparemment satisfaite de cette réponse. Avec la simplicité sans effort que seuls les enfants possèdent, elle retourna à la mise en place des couverts, fredonnant doucement. Antoine la regarda, gravant cette simple scène dans sa mémoire. Le papier d'hier avait officialisé ce que leur cœur savait déjà. Ils étaient une famille, maintenant. Non pas par le sang ou l'obligation, mais par le choix, par l'amour. Le soleil du matin brillait à travers les fenêtres, illuminant l'appartement qu'il pouvait enfin appeler son foyer. Un foyer construit sur des promesses tenues, un courage partagé, de nouveaux départs discrets qui, moment après moment, transformaient 2 vies brisées en une histoire de rédemption. Une histoire qui ne faisait que commencer.